Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence de la communauté Habitat Logement, donc sur Idéal Connaissance, et nous nous retrouvons pour cette dernière webconférence de l'année et pas des moindres, puisque comme vous le voyez, nous recevons 4 intervenants ici avec nous, plus une intervenante à distance que je vous présenterai tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la vente HLM. La vente HLM, donc depuis la loi Elan prévoit de nombreuses dispositions incitant justement les organismes HLM à accélérer, à amplifier leur vente, finalement pour compenser aussi une perte de moyens, une baisse de moyens en tout cas, et financer aussi les opérations futures. Donc pour développer ce sujet, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Claire Delpech, responsable habitat de la DCF qu'on ne présente plus, et sa collègue Madame Anne-Catherine Ledeuf de Espacité, donc directrice générale d'Espacité. Et enfin, tout à droite, nous avons Monsieur Nicolas Brunet, directeur territorial de la métropole du Grand Paris et de Mille et une Vie Habitat, et sa collègue Perrine Leblanc, responsable des ventes chez Mille et une Vie Habitat. Bonjour à vous et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Messieurs, dames les participants, à la fin de la webconférence, on publiera avant la fin de la semaine, avant les vacances, pour que vous puissiez profiter du replay pendant vos vacances de Noël, pourquoi pas, et avec les supports des intervenants, donc ne vous inquiétez pas. Et ensuite, très important, vous voyez en bas de votre écran un petit module de chat qui vous permet de poser des questions en direct à nos intervenants. Donc, mais vraiment, n'hésitez pas, ne soyez pas timides, c'est le moment. Moi, je reçois les réponses, je leur en fais part une fois leur intervention terminée et ils vous répondront. Voilà, je vous souhaite une très belle webconférence à tous et messieurs, dames, les intervenants, je vous laisse la parole. Très bien, bonjour à tous. Alors une courte introduction comme d'habitude sur ces jeudis de l'habitat. Aujourd'hui, on est sur le thème de la vente HLM. Autour de 2 sujets principalement, il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de cerner 2 sujets. Premier sujet, comment ça marche, quels sont les points réglementaires et les modifications apportées par les derniers textes, et deuxième point, quels sont les enjeux pour les acteurs, qu'il s'agisse des organismes de logements sociaux, puisque nous avons Mille et une Vie Habitat avec nous pour cette webconférence, mais aussi des territoires représentés donc par la métropole de Lille et Claire Bruat. Alors, en quelques mots d'introduction, dire que la vente HLM, c'est une histoire assez ancienne, on ne la découvre pas évidemment avec le projet de loi Elan. Pour l'instant, elle est restée dans un développement assez modeste, avec quelques tentatives par les gouvernements précédents de lui donner beaucoup plus d'importance. Le projet de loi Elan la remet sur le devant de la scène de façon assez forte en fixant des objectifs quantitatifs très ambitieux qui ont fait beaucoup parler les médias sur le sujet et le rôle que pouvait avoir la vente HLM dans les politiques nationales et territoriales de l'habitat. Trois enjeux en matière d'introduction autour de ce thème. Un premier enjeu sur la question qu'on peut se poser du point de vue social. Quel est l'enjeu social porté par cette vente HLM, C'est vrai qu'on pourrait y voir finalement la volonté de répondre aux souhaits d'acquisition des ménages qui occupent leur logement, dans leur volonté de satisfaire le parcours résidentiel. Pour l'instant, ce qu'on a observé en tout cas, et on verra si les textes et les expériences opérationnelles peuvent aller dans ce sens, on a observé quand même une faible capacité d'acquisition des ménages, des occupants, pour acquérir leur logement. Et puis, on peut aussi se dire que quand les ménages ont la capacité d'acquérir, leur souhait, c'est, ou peut-être en tout cas, de sortir du parc social pour aller vers autre chose. Donc ça, ce sera un point qu'on va évoquer, regarder aujourd'hui. On peut se dire aussi qu'il y a des contradictions entre la forte demande de logement social dans certains territoires et la question de la vente. Elle apparaît de façon assez frontale. Elle pose 2 questions finalement, la question des politiques de prix de vente et de la question des politiques de peuplement. Autre catégorie d'enjeux, les enjeux économiques.
la vente HLM, elle a été vendue avec un argument économique très fort dans le cadre de la loi Elan, dans une perspective de baisse des aides à la pierre et de mise en place de la RLF, de la réduction sur les loyers de solidarité, en se disant finalement c'est la vente HLM, c'est avec la vente HLM qu'on va pouvoir réalimenter les fonds propres des bailleurs. Qu'en est-il? Est-ce que c'est un modèle économique véritablement viable? Ça pose bien évidemment la question de la vente, la massification de la vente ou de la vente de façon plus éclatée aux occupants, donc des politiques qui sont accrochés à cette vente, sachant que finalement on va raisonner de façon différente selon qu'on est en zone tendue, où les logements risquent d'être chers pour les capacités contributives des acquéreurs potentiels, surtout si les prix sont fixés librement par les bailleurs sociaux, on va en parler, ou en zone détendue, où là, finalement, les politiques de vente vont se heurter à des problématiques de concurrence, soit avec le marché privé, soit des problématiques de concurrence entre les organismes HLM. Et puis, enjeux territoriaux, sachant que les collectivités locales ont exprimé de façon assez claire finalement de la méfiance, voire de la réticence sur ces politiques de privatisation d'un bien public qu'elles avaient elles-mêmes, dont elles avaient elles-mêmes participé financièrement à l'acquisition, hein, et dont le caractère social pourrait leur échapper. Elles ont exprimé aussi des craintes sur des capacités que pourraient avoir les bailleurs sociaux à gérer des copropriétés dont on n'aurait pas forcément bien maîtrisé l'étendue et l'ampleur, ce qui impose pour elles de se positionner très en amont sur les stratégies de vente qui vont être développées sur leur territoire. Et c'était d'ailleurs une position très forte de l'Assemblée des communautés de France, de la DCF, hein, de se positionner et de positionner un volet territorial au sein des CUS, des conventions d'utilité sociale dans leur version rénovée, telle que proposée par la loi Elan, pour que soient véritablement définies à partir des politiques locales de véritables stratégies en matière de vente du patrimoine HLM se trouvant sur leur territoire dans une approche assez large à l'échelle des intercommunalités. Et puis autre crainte, la relation évidemment aux obligations qui leur sont données eu égard aux quotas de SRU de 20 ou de 25%. Donc voilà les sujets qui vont être abordés ce matin, et je laisse immédiatement la parole à Anne-Catherine Ledeuf qui va aborder le volet réglementaire de la vente HLM. Juste une petite précision avant de laisser la parole à Madame Ledeuf. Madeleine Corbin, la loi Elan ne fixe pas d'objectifs chiffrés. Donc Madeleine Corbin de la communauté urbaine Angers-Loire Métropole. Ce point a été précisé par la DHUP. Il faut trouver un équilibre entre les politiques locales de l'habitat et les enjeux économiques des bailleurs. Pouvez-vous me le confirmer? Oui, tout à fait. La loi Elan, elle fixe pas d'objectifs privés. Ceci dit, la communication gouvernementale a fixé, et avant même la loi Elan, des objectifs ambitieux en matière de vente HLM. On a évoqué 40 000, on est même allé au-delà. Donc, il n'y a pas d'objectifs contractualisés, mais il y a des intentions importantes. Merci beaucoup. Je vous laisse. Là, je suis pas loin. Donc, justement, sur cette question-là des objectifs nationaux, on peut réénoncer quand même un certain nombre d'événements récents et prises de parole récentes du gouvernement. C'est la diapositive suivante sur la question de la vente HLM, puisque dès 2017, l'importance accordée à la vente HLM a été énoncée dans ce qu'on avait appelé à l'époque la feuille de route du gouvernement, la stratégie logement du gouvernement, avec effectivement énoncé en tant que tel un objectif de doublement des ventes dès 2018, avec à terme cet objectif de 40 000 logements sociaux vendus par an. Alors bien évidemment, cet objectif quantitatif qui répond aux enjeux qu'évoquait tout à l'heure Claire et qui ont été énoncés depuis de nombreuses années par différents gouvernements, qui sont à la fois un objectif de trajectoire résidentielle pour les ménages, de mixité sociale, mais aussi financier, ont été particulièrement renforcés par les effets de la loi de finances pour 2018, qui a mis en place un certain nombre de systèmes sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui ont conduit un certain nombre d'organismes HLM, y compris qui jusqu'à présent ne s'étaient pas positionnés en faveur de la vente HLM,
à s'interroger et à, si je puis dire, à assumer effectivement un métier de vente et des stratégies de vente qui jusqu'à présent étaient très éloignées du cœur de leur métier et du cœur de leur stratégie. Donc ces éléments de cadrage sont quand même très importants, avec au-delà de ces intentions effectivement qui ne sont pas en tant que telles contractuelles, quand même deux protocoles qui ont été signés entre l'État et le mouvement HLM, l'un en décembre 2017 entre la Fédération des ESH et l'État, et l'autre en avril 2018 avec l'ESH, et qui réévoque cette ambition nationale autour de l'objectif d'augmentation du volume des ventes de logements sociaux. Et bien évidemment, dans la continuité de ces différentes dispositions et éléments d'évolution du cadre général relatif au secteur HLM, cette fameuse loi Elan qui a pour objectif d'inciter plus fortement et de faciliter cette vente HLM. C'est sur ces éléments-là que je vais effectivement revenir en termes d'introduction. Alors, comme l'a dit Claire, la loi Elan n'est pas la première loi à évoquer cette intention nationale d'objectifs volontaristes autour de la vente HLM, puisque ça date du début des années 90, qui, déjà à l'époque, évoquait le principe d'une vente de 1% du parc en stock logements sociaux, donc à l'époque était à niveau de 3 millions de logements sociaux, ce qui a apporté à des objectifs de vente de 30 000 logements locatifs sociaux par an, qui bien évidemment n'ont pas été tenus en matière d'objectifs, puisque dans les périodes récentes les plus fortes, on est dans des volumes de vente de logements sociaux de l'ordre de 8 000 logements sociaux par an, ce qui effectivement est bien loin de l'objectif déjà énoncé au début des années 90. Alors vous voyez ici une diapositive qui rappelle le cadre réglementaire et législatif précédent. Je vais revenir sur un certain nombre de points pour introduire effectivement ce que la loi Elan va changer et en quoi cette loi Elan va faire évoluer la place des collectivités locales et le rôle éminemment stratégique que pourront assumer les intercommunalités à condition qu'elles s'en saisissent, puisque la loi Elan ne prévoit pas effectivement de cadre réglementaire pour donner une responsabilité nouvelle à ces intercommunalités. Alors déjà, avant la loi Elan, la Convention d'utilité sociale, depuis qu'elle a été définie par la loi Moll, prévoit d'énoncer la politique patrimoniale d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de vente de logements sociaux. Donc dès la création des CUS, la présence de cette stratégie de vente devait être énoncée dans ces instruments stratégiques. On verra tout à l'heure combien ces CUS vont prendre un rôle de plus en plus central dans la négociation locale autour de ces stratégies de vente des organismes HLM. Il y a un certain nombre de dispositions préexistantes sur à quelles conditions peut-on vendre un logement social qui vont perdurer. Donc il s'agit des logements de plus de 10 ans, avec un certain nombre de possibilités d'y déroger, mais qui à mon sens ont pu être mobilisées de manière extrêmement marginale. Et puis des contraintes relatives aux normes, à la situation technique des logements, donc des logements qui doivent être suffisamment entretenus, et puis notamment avec des règles de performance énergétique, puisque les logements soumis à la vente HLM doivent être au moins d'une étiquette énergétique F. Alors, il y a un certain nombre de dispositions relatives à la négociation avec les réservataires, puisque dans le cas d'une vente à HLM, un organisme HLM a pour obligation de mettre à disposition de son réservataire au moment de la vente un logement social équivalent qui soit situé dans le même ensemble immobilier ou dans la même commune. Un certain nombre de dispositions relatives à la fixation des prix. Donc ça, c'est un point important puisqu'il va évoluer sensiblement avec la loi Elan, puisque jusqu'à présent, il y avait obligation pour l'organisme HLM de saisir France Domaine pour avoir l'estimation de la valeur du bien et des objectifs de niveau de vente corrélés à cette estimation de France Domaine, avec une fourchette de plus ou moins 35% par rapport à cette estimation nationale, cette estimation de France Domaine, qui effectivement va évoluer très fortement aujourd'hui avec la loi Elan, et j'en présenterai les principes. Autre point qui va évoluer, c'est qu'il y avait jusqu'à présent une obligation de consultation de la collectivité locale autour du prix, disposition qui effectivement va être amenée à évoluer. Point très important également des évolutions dans les processus de vente, la demande d'autorisation au préfet qui jusqu'à présent était obligatoire, avec un préfet qui avait obligation de consulter la commune d'implantation et des collectivités locales qui avaient accordé leur garantie d'emprunt, et avec, en cas de désaccord entre ces collectivités locales et le principe de la vente, obligation de remonter le principe et la validation de la vente au ministre, qui avait pour objectif effectivement d'arbitrer
en dernier recours. Donc ça, c'est un point important puisqu'il va évoluer de manière très sensible avec la loi Elan. Autre point important, le principe du droit de préemption urbain qui, dans des moutures initiales de la loi Elan, avait disparu, mais qui au final perdure, c'est-à-dire il y a la possibilité pour le maire dépréempter les logements sociaux vendus sur sa commune. Le cadre réglementaire précédent prévoyait un certain nombre de principes relatifs au profil des acquéreurs et qui est différent selon que le logement vendu soit occupé ou vacant et qui là aussi vont être ajustés avec la loi Elan. Jusqu'à présent, le logement occupé ne pouvait être vendu qu'à son locataire ou à sa demande à son conjoint et avec des principes un peu plus restrictifs qu'aujourd'hui sur la possibilité de le céder à ses ascendants et ses descendants directs. Dans le cas des logements inoccupés, il y avait un principe de priorité qui avait été énoncé puisque l'organisme HLM devait proposer en priorité à la vente ces logements vides à l'ensemble de ses locataires de son parc situés dans le département dans lequel la vente avait été mise en place et également la possibilité de les proposer à ses gardiens d'immeubles. Ça, c'est des choses qui vont évoluer avec un principe d'élargissement de la cible. Il y a des dispositions de publicité préalable qui n'évoluent pas, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique, sachant qu'à défaut d'acquéreur prioritaire dans les délais de 2 mois, le logement pouvait être proposé à toute autre personne physique, à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, à condition, et ça c'est aussi quelque chose qui va évoluer, de les mettre à la disposition de personnes défavorisées, et un autre organisme HLM ou un organisme agréé maîtrise d'ouvrage d'insertion. Donc ça aussi, c'est des dispositions qui vont évoluer avec un élargissement des acquéreurs potentiels. Il y a un certain nombre de dispositions qui vont perdurer relatives à l'obligation d'information des futurs acquéreurs et qui concernent les points suivants: le montant des charges locatives et de copropriété s'il y a lieu des deux dernières années, la liste des travaux qui a été réalisée dans les 5 dernières années sur les parties communes, la liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre, information de l'acquéreur sur le fait qu'il va devenir redevable de la taxe foncière, la préparation de la mise en copropriété avec un exemplaire de l'état descriptif de division et de règlement de copropriété, puis bien évidemment l'ensemble des dispositions d'information de droit commun dans le cas de toute vente d'un logement. Des dispositions préexistaient déjà sur l'engagement de l'organisme HLM dans la transition entre un immeuble en locatif social et un immeuble en copropriété, avec la possibilité pour l'organisme HLM d'être syndic de droit, c'est-à-dire qu'il ne nécessitait pas d'être élu en tant que tel par l'Assemblée des copropriétaires, avec la possibilité pour cette Assemblée des copropriétaires de mettre fin à ce métier de syndic à partir du moment où l'organisme HLM perdrait la majorité des voix. Et puis la possibilité qui persiste de mettre à disposition de la copropriété par l'organisme HLM son personnel de proximité, notamment les gardiens d'immeubles, mais aussi effectivement l'ensemble du personnel de proximité qui permet effectivement de gérer cette transition d'un organisme et d'un patrimoine social à une copropriété privée. Point également important de la réglementation actuelle et qui va être conforté, ajusté, les dispositions relatives aux clauses antispéculatives et à la sécurisation de la copropriété dans la durée, avec des principes qui existaient jusqu'à présent de clauses antispéculatives dans le cas où le ménage revend son logement dans les 5 ans ou le met en location dans les 5 ans. Dans le cas jusqu'à présent où le ménage revendait son logement social dans les 5 ans, il y avait obligation de rembourser la différence entre le prix d'acquisition et l'estimation, entre le prix de vente de France Domaine et le prix d'acquisition. Et dans le cas de la location, il y avait obligation de respecter et de maintenir le loyer préexistant dans le cas effectivement où on était dans un logement locatif social. Et puis sur la sécurisation HLM, jusqu'à présent, c'était pas une obligation réglementaire puisque c'était prévu dans le cadre d'un accord État-USH qui datait de 2017, qui était calé sur le principe de l'accession sociale à la propriété et qui prévoyait une garantie de rachat et une garantie de relogement dans un certain nombre de cas pour effectivement les ménages qui relevaient de ces situations. Donc voilà le cadre réglementaire préexistant.
Maintenant, je vais vous présenter ce que change la loi Elan et effectivement en quoi les collectivités locales vont être tout particulièrement concernées par ces évolutions et sur quel point en particulier les intercommunalités ont intérêt à se saisir de ce sujet pour accompagner, réguler, voire encadrer les ventes qui pourraient se mettre en place sur leur territoire. Alors effectivement, la loi Elan n'évoque pas d'objectifs quantitatifs, mais quand même, elle met en évidence la volonté d'être plus offensif sur cette question de la vente HLM, puisqu'il est énoncé dans l'article 97 du titre 2 de la loi Elan les termes suivants. Le dispositif de vente de logements sociaux devient un outil de gestion stratégique des opérateurs du logement social pour des raisons financières. Donc la loi Elan réaffirme dans la continuité de la loi de finances pour 2018 cet enjeu de la vente HLM autour de la nécessité pour les organismes HLM de trouver de nouvelles sources de financement dans un contexte que l'on connaît tous de plus en plus contraint. La loi énonce également le fait que la politique de vente des logements sociaux doit se développer sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des bailleurs. Donc ça, c'est un point qui est très important, hein, ensemble du territoire. Donc il s'agit aussi pour les intercommunalités d'être attentifs aux règles et aux principes selon lesquels tel et tel territoire va faire l'objet de cette vente HLM et pour l'ensemble des organismes HLM, puisque aujourd'hui, encore une fois, les ventes étaient surtout portées par des organismes HLM qui considéraient que la vente était un objet stratégique de leur stratégie patrimoniale, alors que d'autres avaient pendant longtemps eu une politique de vente soit inexistante, soit extrêmement marginale, ce qui va faire évoluer très fortement le métier des organismes HLM et aussi le rapport de dialogue avec les collectivités locales. Donc la loi Elan va faire évoluer le cadre réglementaire sur 4 dispositifs. D'abord, des mesures plus incitatives pour effectivement inviter les organismes HLM à être plus proactifs autour de cette vente, des assouplissements autour des conditions de vente, la création des sociétés de vente, qui est effectivement un point extrêmement important et qui doit faciliter notamment la vente HLM pour ces organismes HLM qui jusqu'à présent n'avaient pas cette pratique et pas ce savoir-faire, et puis avec des enjeux également de dégager des fonds plus rapidement que dans le cadre d'une vente lot par lot, et puis des clarifications et la pérennisation des mesures de sécurisation de la vente HLM. Alors, au titre des mesures incitatives, il y a un premier point qui est très important. Alors, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est bien évidemment jusqu'à présent, il y avait déjà prise en compte de la vente HLM au titre de l'article 55 de la loi SRU. Il est prévu d'ores et d'avant de prolonger ces délais de prise en compte. Jusqu'à présent, il s'agissait de 5 ans, c'est-à-dire qu'un logement social vendu était pris en compte dans la loi SRU pendant 5 ans. Maintenant, il s'agit de 10 ans. Alors, les principes de ces 10 ans, c'est de considérer que le temps de la reconstitution d'un patrimoine locatif social neuf nécessite une période suffisamment longue pour prendre en compte cette vente HLM pendant 10 ans. Autre point qui est important, qui a fait l'objet de nombreux allers-retours et négociations entre le gouvernement et le Parlement, c'est l'affectation des produits de la vente dans effectivement le cadre des communes assujetties à la loi SRU ou qui deviendraient assujetties à la loi SRU du fait de la baisse du stock de logements sociaux sur leur commune. Ce que prévoit la loi Elan, c'est que au moins 50% du produit de la vente doit être réinjecté sur le territoire de la commune concernée ou avec accord de l'État et de la commune sur le territoire de l'intercommunalité ou à l'échelle du département. À défaut de l'affectation du produit de la vente à la production de logements sociaux neufs, ce produit peut être affecté à des travaux de rénovation dans le parc social existant. Donc ça, c'est un point très important puisqu'il s'agira effectivement de regarder de quelle manière et de négocier et de dialoguer entre les collectivités locales et les bailleurs sociaux sur les conditions de mobilisation des produits de cette vente. Alors, il a précisé que cette mobilisation ne concerne pas les sociétés de vente puisqu'il s'agissait d'éviter le double compte de la réinjection du produit de la vente sur le territoire de la commune ou plus largement de la collectivité concernée. Alors un deuxième point qui est très important dans le rapport de négociation et la validation de la vente, c'est le principe d'un recentrage de la négociation de la vente, non plus au cas par cas, logement par logement, entre l'organisme HLM, l'État et la consultation de la commune. La vente HLM maintenant va se recentrer au niveau des conventions d'utilité sociale. Alors encore une fois, jusqu'à présent, l'accuse devait déjà énoncer le plan de vente. Ce qui est nouveau, c'est que c'est ici que ça se négocie, sauf dans les cas où certaines ventes n'auraient pas été planifiées au départ, mais c'est vraiment devenu l'objet central de la négociation et central de la négociation de ce fait entre l'organisme HLM
et l'État, puisque au-delà des métropoles et des collectivités de rattachement des organismes HLM, des OPH, c'est bien évidemment une consultation assez légère qui s'organise pour les intercommunalités dans le cadre des conventions d'utilité sociale, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'obtenir un accord entre l'organisme HLM et cette collectivité locale. Donc voilà, donc cette CUS prévoit bien le plan de vente et la signature de la CUS vaut autorisation de vente. Donc ça, c'est extrêmement important dans l'évolution de la négociation autour des ventes. Autre point important adossé à ça, c'est une consultation plus légère de la commune et des collectivités publiques qui ont accordé leur financement, puisque effectivement aujourd'hui il s'agit d'un simple avis et on supprime la saisine du ministre en cas de désaccord entre la collectivité locale et l'organisme HLM. Alors il y a une exception qui est très importante quand même, puisque pour les communes déficitaires SRU ou susceptibles de le devenir, l'avis doit être conforme. Et puis en-delà, donc dans le cadre de ventes qui n'auraient pas été prévues dans les CUS, il y a effectivement obligation de la consultation de la commune d'implantation. Donc c'est le processus un peu plus classique, à la différence notable du fait que en cas de désaccord, le ministre n'est plus saisi par le préfet. Conditions de vente assouplies, je le disais tout à l'heure. Point très important, le prix de vente est maintenant fixé librement par l'organisme HLM puisqu'il n'y a plus d'obligation de saisie de l'avis des domaines, même si l'organisme HLM doit prendre pour base un logement comparable, vacant si le logement est vacant ou occupé si le logement est occupé. Donc c'est un choix du conseil d'administration de l'organisme HLM, mais effectivement sans obligation de s'adosser à l'estimation de la part des services des domaines. Par ailleurs, la vente entre organismes HLM ne nécessite plus aujourd'hui d'autorisation préfectorale, c'est remplacé par une simple délégation de déclaration au préfet, sauf si cette vente HLM conduit à diminuer de plus de 30% le parc de logements détenus sur les 3 années précédentes par cet organisme HLM, avec obligation d'expliciter au préfet les motivations du conseil d'administration autour de cette vente. Point également important, possibilité de procéder à des ventes dans le cadre de VIR, donc de vente d'immeubles à rénover, avec le principe selon lequel il s'agit de mettre en place les travaux de réhabilitation à partir du moment où l'organisme HLM est certain d'organiser la vente, et avec, dans le cadre de toute VIR, bien évidemment, un principe contractuel obligeant l'organisme HLM à procéder aux travaux qui ont été prévus dans le cadre de cette vente et auprès de l'acquéreur. Autre point qui évolue dans le cadre d'élan, un certain nombre de précisions sur les acquéreurs. Dans le cas d'une vente d'un logement occupé, cette vente ne peut se mettre en place qu'à partir du moment où le locataire occupe son logement depuis plus de 2 ans. Le principe, c'est d'éviter l'effet d'aubaine. Donc ça, c'est un élément de précision. Et autre petit élément de calage, la vente HLM peut s'opérer pour des ascendants et descendants directs, maintenant qui peuvent désormais l'acheter avec leur conjoint, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Dans le cas de la vente d'un logement vacant, on a un élargissement des cibles, puisque aujourd'hui, c'est l'ensemble des ménages relevant des plafonds de revenus de l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire le PLI plus 11% qui sont prioritaires dans l'acquisition de ces logements et plus les ménages du département de l'organisme HLM. Parmi lesquels, c'est plus le critère de priorité numéro 1, l'ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux du département et plus uniquement celui qui vend son logement et bien évidemment toujours les gardiens d'immeubles. Autre point d'évolution important, la vente HLM peut se faire pour une collectivité territoriale, mais il n'y a plus obligation d'accueil de personnes défavorisées. Et puis comme avant, effectivement, possibilité de ensuite, en dernier recours, si je puis dire, le vendre à une personne physique. Un autre point qui est important, c'est les spécificités relatives à la vente de logements sociaux en PLS, occupés de plus de 15 ans, avec effectivement la possibilité de les vendre à des personnes morales de droit privé qui, quand le logement social est occupé, bien évidemment, ont une obligation de maintien du droit au maintien dans les lieux pour le ménage qui l'occupe, avec la convention APL qui perdure jusqu'au départ des locataires. Les principes de priorité sont les mêmes, sauf quand on a des immeubles qui comportent plus de 5 logements. Et puis une nouvelle latitude offerte pour l'acquéreur, la possibilité pour un ménage qui avait déjà acquis un logement social d'en acheter un nouveau à partir du moment
où il a vendu le précédent, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc ça permet une mobilité au sein du parc HLM dans le cadre de ventes HLM successives. Point très important de la loi Elan, c'est la création de ces fameuses sociétés de vente, dont l'ONV qui est portée par Action Logement, mais qui n'a pas vocation à être la seule, puisque Elan ouvre la possibilité de créer des sociétés de vente à différentes organisations. Donc c'est des sociétés qui peuvent être créées par des organismes HLM, des SEM agréés ou Action Logement, et qui sont des sociétés anonymes ou des sociétés coopératives dont l'objet est d'acquérir des biens d'organismes de logement social avec obligation de les entretenir en vue de leur vente. Ce sont des sociétés qui sont considérées comme des organismes de logement social et dont les parts sociales peuvent être détenues par l'ensemble du tissu des organismes HLM, mais aussi Action Logement Service et la Caisse des dépôts. Comment fonctionnent les sociétés de vente? Donc, c'est des sociétés dont l'activité doit être strictement dédiée à l'acquisition et à l'entretien de ces logements en vue de leur vente, sachant qu'un décret doit préciser les contours du fonctionnement effectivement de ces sociétés de vente. Le principe est que l'autorisation de vente qu'aura pu obtenir l'organisme de logement social initial soit transférée automatiquement à cet organisme national, avec la gestion des logements préalables par le bailleur qui était initialement propriétaire de ces logements, et effectivement le principe selon lequel le bailleur précédent assume la fonction de syndic sauf renoncement ou convention contraire. Donc il y a un principe de continuité dans la gestion des logements qui est prévu dans le cadre de la loi Elan. Les sociétés de vente vont être obligées aussi de mettre en place des CUS pour énoncer notamment ce plan de vente. Et dans le cas où l'autorisation de la vente devient obsolète ou était refusée, les sociétés de vente ont obligation de céder ces logements dans les 6 mois à un autre organisme de logement social avec mise en demeure de la part de l'État s'il ne trouve pas d'acquéreur. Alors je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de précisions et de confortations qui sont mises en place autour des dispositifs de sécurisation et des clauses antispéculatives. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, l'obligation pour un logement occupé d'être préalablement occupé depuis plus de 2 ans par le ménage qui pourrait être bénéficiaire de cette vente. Le maintien effectivement des clauses antispéculatives qui préexistaient. Simplement ce qui change là, c'est qu'il n'y a plus d'estimation des domaines. Donc le prix de référence qui est pris en compte, c'est celui qui a été estimé par l'organisme de logement social. Par rapport aux dispositifs existants, les clauses de rachat sont maintenant obligatoires. Donc il y a une obligation pour les organismes de logement social à racheter le logement vendu dans les 10 ans qui suivent sa vente pour les personnes physiques sous plafond de ressources. Le principe selon lequel effectivement ils sont sécurisés dans cette trajectoire résidentielle. Alors ce qui est important également dans les intentions portées par Elan sur la sécurisation des copropriétés, qui pour l'instant est un peu flou dans son application, il y a le principe de la possibilité de différer les parties communes entre le moment de la vente et le moment de ce transfert des parties communes, qui effectivement dans les 10 ans doit pouvoir être organisé. Et donc effectivement pour l'instant l'objectif c'est de sécuriser le fonctionnement de la copropriété, mais sur les conditions d'application pour l'instant ne sont pas précisées. Voilà donc les principales mesures d'évolution pour Elan, donc qui sont sensiblement importantes, encore une fois, dans plus de latitude organisée plus de latitude pour les organismes HLM, une volonté d'être plus efficace et plus rapide dans ces ventes, des simplifications et des facilitations avec ces sociétés de vente mises en place au niveau national, et un rapport de négociation et de dialogue qui évolue sensiblement avec les collectivités locales, et donc ce recentrage finalement de la négociation de la stratégie de vente autour de ces fameuses conventions d'utilité sociale qui effectivement n'ont pas d'obligation, sauf pour les collectivités locales de tutelle des OPH et pour les métropoles, d'être validées et signées par les intercommunalités. Alors ce qui est important tout de même, c'est que ces évolutions et cette massification de la vente HLM va avoir des incidences significatives sur les marchés du logement, et donc quand même impacter de manière significative les collectivités locales qui sont à la manœuvre sur le pilotage des politiques locales de l'habitat, et il nous semble la nécessité pour elles, et notamment les intercommunalités, de se saisir de ce sujet de la vente, même si la loi Elan ne le prévoit pas, et si la loi Elan effectivement considère que les intercommunalités n'ont pas de rôle particulier
dans l'orchestration de ces ventes. On va multiplier par 5 les ventes HLM si on tient les objectifs nationaux, hein, on parle de 1% du stock ou qu'on parle de ces fameux 40 000 logements. Les organismes HLM vont être amenés à vendre des logements sociaux plus fortement aussi pour des raisons financières, dont certains d'entre eux n'ont pas la pratique. Ils sont nouveaux sur ce marché de la vente HLM. Et donc, il y a effectivement une nécessité forte à accompagner, si ce n'est encadré pour celles qui le souhaiteraient, par les collectivités locales, ces nouveaux marchés qui vont être générés de manière très importante dans les années à venir. Il y a effectivement aussi, comme l'évoquait Claire tout à l'heure, ce risque de concurrence, c'est-à-dire sur un même territoire, puisque les collectivités locales ne sont pas définies comme étant à la manœuvre par élan, des risques que certains organismes HLM vendent d'un côté des logements sociaux et qui pourraient rentrer en concurrence directe avec d'autres ventes de la part d'autres organismes HLM. Donc les organismes HLM eux-mêmes, à mon sens, ont intérêt à ce que les collectivités locales se saisissent du sujet pour les accompagner et pour favoriser effectivement plus de concertation entre organismes à la bonne échelle, c'est-à-dire celui des bassins d'habitat que pilotent les intercommunalités. Et puis il y a aussi le sujet de la trajectoire à long terme de ces copropriétés, hein, qui est un sujet important pour les collectivités locales, qui impacte la question de l'impact sur la satisfaction de la demande en logement social, parce que au-delà des communes de ces rues, on voit que dans un centre de communes, ça pourra impacter la capacité et l'évolution du volume de logements en stock, et donc la capacité à satisfaire la demande de logement social. C'est quand même le sujet de l'intercommunalité aujourd'hui depuis la loi ALUR. Il y a le sujet de la mixité sociale, comment ces copropriétés vont évoluer entre les secteurs les plus attractifs et les secteurs les plus dépréciés. Dans certains cas, ça ne permettra plus à des ménages défavorisés peut-être d'aller dans ces secteurs. Et dans d'autres cas, ça pourrait générer des copropriétés dégradées, sujet sur lesquels les collectivités locales seront de plus en plus engagées. Et puis aussi la question de l'évolution du parc à bas loyer, hein, puisque dans le cadre de la vente HLM, selon des principes de recherche des bénéfices les plus efficaces possibles, on pourrait aussi, dans certains cas, considérer que les logements qui dégagent le moins de rentabilité locative pourraient être aussi des terrains d'application privilégiés de la vente HLM, ce qui pourrait être relativement contradictoire avec les objectifs de la loi égalité et citoyenneté, qui prévoit de mobiliser du parc à bas loyer en dehors des quartiers en politique de la ville, avec ce que ça peut avoir comme incidence sur les mixités sociales. Donc les collectivités et les intercommunalités, j'en terminerai là, ont un fort enjeu à se saisir d'elles-mêmes de cette question de la vente HLM, parce que ces sujets que je viens d'évoquer, c'est le sujet des politiques locales de l'habitat, pour réguler ces risques de concurrence dans les ventes opérées par les différents organismes HLM, qui d'eux-mêmes, je crois, auront du mal à se concerter à cette échelle des bassins d'habitat. Il faut un tiers permettant d'orchestrer cette concertation, et les intercommunalités sont les plus à même de le faire. Les intercommunalités ont une vraie capacité d'éclairage et d'aide à la décision des organismes sur la localisation préférentielle des ventes dans ces objectifs de mixité, mais aussi au regard des risques d'émergence de copropriétés dégradées. Il y a ce qui se passe dans l'immeuble, il y a aussi ce qui se passe autour, en matière d'habitat urbaine, en matière de fonctionnement social des quartiers. Il y a un intérêt aussi à favoriser la concertation autour des pratiques opérationnelles des différents organismes HLM, et toujours ceci à l'échelle opérationnelle des bassins d'habitat. Intérêt également pour les intercommunalités à définir un cadre en amont de ces fameuses conventions d'utilité sociale qui vont se cristalliser autour de l'été 2019. Donc c'est maintenant qu'il faut s'en saisir, si je puis dire. Donc à la fois sur tous les enjeux que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi sur la question de la stratégie des prix de vente, c'est-à-dire à quel prix on va vendre dans ces marchés de l'habitat. Tout ceci doit se coordonner avec les marchés du secteur privé, mais aussi d'un organisme HLM à l'autre. Vu effectivement les latitudes qui sont aujourd'hui offertes aux organismes HLM, et puis également choix stratégiques autour de l'orientation préférentielle du statut des logements, par exemple, et je pense que la MEN nous en parlera tout à l'heure, la mobilisation dans un certain nombre de cas préférentiels de la vente en HLM en bail réel solidaire, ou encore à plus long terme l'observation de la trajectoire immobilière de ces immeubles, observation des copropriétés, etc., etc. Donc on voit bien tous les sujets dont peuvent se saisir ces intercommunalités à l'avenir, et encore une fois, de leur propre initiative, puisque la loi Elan ne leur prévoit pas d'obligation de se saisir de ces différents sujets. Donc ça relèvera de leur capacité de dénonciation et de la capacité effectivement à faire valoir auprès de ces organismes HLM leur valeur ajoutée en tant que telle, puisque la réglementation ne les rend pas obligatoirement sur le chemin critique de ces choix stratégiques opérés par les organismes. Alors,
Merci beaucoup, Madame Anne-Catherine Ledeuf, pour votre très riche intervention et votre intervention qui a d'ailleurs suscité de nombreuses questions de la part de nos participants. Alors, nous avons Monsieur Trambouze. L'avis consultatif de la commune peut-il être un simple courrier de la collectivité? Ça, alors là, peut-être me dire, ça vous peut-être J'imagine que oui. Oui. Alors, sûrement, mais Monsieur Trambouze, du coup, peut-être que je vous invite à poster cette question directement sur Idéalco, sur la communauté Habitat, pour avoir d'autres retours. Voilà. Les intervenants n'ont pas non plus réponse à tout. Alors, si je peux, il faut aussi le temps. C'est la question, mais dans le cadre d'une CUS, par exemple, parce que ça va beaucoup se passer là, le cadre réglementaire autour des CUS prévoit, alors de manière assez light quand même, un principe de processus de consultation des collectivités locales autour de la CUS. Donc on peut considérer que ça va quand même beaucoup se passer là. Donc il y a effectivement obligation de transmission de la CUS aux collectivités concernées et ensuite d'organiser, notamment dans le cadre de réunions, effectivement le retour d'avis de ces collectivités locales. Donc voilà, autour de la CUS, il y a le cadre réglementaire de la CUS qui existe. Donc, je ne sais pas si c'est ça l'objet de la question de M. Trabouze. Ce que j'aime dans la question de M. Trabouze, c'est le « de ». C'est-à-dire que on pourra comprendre la question. Avis consultatif de la commune peut-il être un simple courrier de l'organisme vers la commune, c'est un simple courrier qui est fait à la collectivité. Moi, je pense qu'effectivement, pour l'organisme de logement social, ça peut être un simple courrier qu'il envoie et qui vaut demande d'avis de la commune. S'il n'y a pas de retour, mais de toute façon, il y a effectivement si la commune n'apporte pas de retour dans les 2 mois, la ville est considérée comme conforme. Donc, voilà, c'est la base du cadre. Ça, c'est plutôt la réponse. Il faudrait reposer autrement la question, je pense. Dites-nous si on a bien répondu et si on reformuler votre question, M. Trambouze. Madame Priem, comment faire concrètement pour fixer le prix? Alors, ça veut dire aujourd'hui, mais je pense que vous pouvez compléter parce que vous êtes des grands professionnels du sujet. Ça veut dire des études de marché, ça veut dire effectivement regarder de manière attentive. Alors, ce que dit Elan, c'est qu'il faut comparer des choses comparables, c'est-à-dire un logement occupé quand il s'agit de vendre à l'occupant et un logement vide quand il s'agit de la vente d'un logement vacant. Ça veut dire qu'il faut effectivement mettre en place des études de marché robustes, à la bonne échelle, avec effectivement des biens effectivement comparables. Et c'est encore là où il me semble que le rôle de l'intercommunalité est extrêmement important, puisque les intercommunalités sont souvent dotées d'observatoires de l'habitat, en connaissance très fine des marchés. Et il peut être important que les organismes HLM consultent ou mettent en place un dialogue avec ces collectivités locales autour d'études de marché que sans doute eux-mêmes vont mettre en place, mais qu'il faut aussi appréhender dans un système plus large qui est les marchés de l'habitat, du bassin d'habitat dans lequel la vente HLM est amenée à être opérée. Alors, peut-être pour compléter votre réponse, ce dialogue, il existe déjà, même avant Elan. Les organismes de logements sociaux menaient ce dialogue avec les élus, les maires au premier rang. Et même si on arrivait avec nos estimations établies par France Domaine, il nous arrivait très régulièrement de discuter les niveaux de prix, souvent à la marge, mais parfois pas. Et puis après, on peut aussi détailler les niveaux de prix, comme vous l'avez dit, entre les prix occupants et les prix acquéreurs extérieurs, qui, pour vous donner un ordre d'idée, je pense qu'on continuera de s'inscrire dans ces tendances avec Elan, c'est-à-dire avec maintenant des bases d'études de marché et plus les avis France Domaine. Mais nos tendances, c'est qu'un prix pour un occupant, il est 20 à 25% inférieur au prix du marché libre. Et pour des acquéreurs extérieurs, du groupe ou complètement extérieurs, on est plus dans les 15% en dessous du prix du marché libre. Alors, ceci dit, ce qui évolue formellement dans la loi Elan, c'est que jusqu'à présent, la commune devait donner son avis sur le prix, ce qui n'est plus le cas. Donc, d'où l'importance aussi d'organismes HLM déjà engagés sur le sujet, qui ont déjà cette pratique et qui très probablement et effectivement vont la continuer puisque l'avis des maires et même si la loi ne prévoit pas, reste très important pour un certain nombre d'organismes HLM. Pour les organismes HLM qui viendraient sur ce sujet et qui n'ont pas pratiqué jusqu'à présent, il faut aussi être attentif justement à la qualité de ce dialogue puisque effectivement la loi est moins encadrante. Et puis bon, il ne faut pas non plus rêver, c'est pas notre vocation ni notre souhait de vouloir vendre au prix du marché libre, puisque de toute façon les potentiels acquéreurs ont les moyens à la limite
au contexte, au niveau des plafonds logements sociaux. Merci beaucoup. Alors, on a une bonne dizaine de questions. Hein. Il faut juste en répondre plus. Peut-être on répond assez... Peut-être des réponses plus... Voilà, des réponses peut-être plus... Alors, monsieur Jean-Christophe Desclercq, comment s'appliquent les clauses antispéculatives à présent, sans avis, France Domaine? Oui, on l'a dit tout à l'heure, mais ce que vous voulez préciser, le principe, c'est de prendre pour référence le prix estimé par l'organisme HLM. Alors, effectivement, toute la question, c'est de savoir comment on formalise le prix estimé et comment ces choses sont suivies en cas de litige. Donc là, je pense que les praticiens que vous êtes peut-être plus d'avis que nous sur la question, mais c'est vrai que c'est un changement réglementaire qui pourrait peut-être avoir des incidences sur le dialogue et la mise en place de ces clauses antispéculatives. Ce qui est certain, effectivement, c'est qu'avant la loi Elan, on se basait sur l'avis de France Domaine et il y avait effectivement la valeur entre le montant de la vente et la valeur France Domaine qui permettait d'établir le montant que devait la personne qui revendait dans le délai des 5 ans. Aujourd'hui, si ce sera effectivement la valeur que nous aurons établie, nous, du prix de vente soit occupant, soit en libre, qui sera la base de cette évaluation. Donc, effectivement, si la personne revend dans le délai de 5 ans à un prix inférieur, il devra la part de la plus-value entre le montant de l'acquisition et de la revente. Merci beaucoup. Madame Mathilde Mathière de la communauté de communes Pays Rochois, la consultation des communes n'a lieu que de l'ordre de la mise en vente. C'est l'avis de la commune qui est demandé ou de l'EPCI compétente pour le PLH. S'agit-il d'un simple avis ou un avis négatif peut réellement arrêter la mise en vente? Après, non, un avis négatif ne peut pas, sauf dans les communes SRU, ne peut pas arrêter la mise en vente. Très bien. Elle précise. Ok. Alors, David Manteca, dans le cadre de la VIR, est-ce les bailleurs sociaux qui doivent réaliser les travaux ou le futur propriétaire? Dans la seconde hypothèse, qui serait chargé de vérifier la réalisation effective et conforme des travaux? Alors, à mon sens, c'est l'organisme HLM. Le principe, c'est de reporter les travaux à partir du moment où la vente est effective. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Jean-Christophe Desclercq, quid des 2 mois de réservation prioritaire qui étaient en place avant la loi Elan? Cette spécificité disparaît-elle? Je comprends pas la question. C'est quoi les 2 mois? Ça va être sur les locataires groupes, du coup, enfin sur les locataires de la société du département qui devient, du coup, qui s'élargit aux locataires des bailleurs d'une manière générale et aux gardiens d'immeubles toujours, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est ça, non? Il complète. J'imagine que la clause de rachat ne s'applique qu'à partir du moment où nous sommes dans une occupation de résidence principale. Oui. La clause de rachat. Oui. Aujourd'hui, c'est en cas d'occupation en cas de résidence principale. Et ça ne vaut pas pour les tiers. Je continue. Laetitia Monceau, je ne comprends pas dans quel cas les clauses antispéculatives peuvent s'appliquer. Il n'y a donc, pourquoi un acquéreur achèterait-il en dessous du prix de mise en vente? Il n'y a donc pas vraiment de mesures antispéculatives ni de garde-fou à la mise en location à des loyers élevés. Je suis assez d'accord avec cette phrase, cette demande. Effectivement, ce qui est compliqué, c'est que nous, on établit un prix de vente aujourd'hui pour vendre le logement. C'est peu probable que sur les locataires occupants, ils revendent demain à un prix plus bas que ce que nous, on a établi sur le prix de vente. Généralement, on vend plus élevé. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, la clause antispéculative ne s'appliquera pas puisqu'ils n'auront pas de montant à revendre. Ou alors, c'est qu'ils revendent plus cher. Voilà. Je continue. Jean-Christophe Desclercq, nous sommes déjà organisés pour cette activité vente HLM. À partir de quand ces nouvelles pratiques de vente seront à appliquer pour les nouveaux ensembles immobiliers à vendre? Merci. Tout en bas. Ouais. Nous sommes déjà organisés pour cette activité vente HLM. À partir de quand? Dès maintenant. Ouais. Sauf celles qui sont renvoyées la loi à a des été décrets. promulguée. Sauf celles qui renvoient des décrets, ou des ordonnances. Sur la question des parties communes, par exemple, c'est pas applicable aujourd'hui. Valérie Munier, avez-vous connaissance de réflexion sur le lien OFS vente HLM? Comment cela pourrait-il fonctionner? Alors oui, je vous renvoie à une étude que vient d'engager avec nous la Fédération des coopératives HLM sur la vente HLM en bail réel solidaire et qui donnera lieu à l'expérimentation effectivement auprès d'organismes HLM cibles du modèle économique,
conditions juridiques de la vente HLM en bail réel solidaire. C'est un sujet auquel on croit beaucoup, à la fois dans la dimension antispéculative, ça me paraît évidente, mais aussi dans la sécurisation de la copropriété, puisque le bail réel solidaire est une forme de propriété très encadrée, avec par exemple l'obligation d'entretenir le bien de la part de propriétaires, par exemple la possibilité d'interdire la location, ce qui est important parce qu'aujourd'hui, un tiers des ménages occupants qui achètent leur logement social le louent. Donc on voit bien que dans les risques des copropriétés dégradées, c'est un vrai sujet. Et avec la possibilité d'agréer chaque vente par l'organisme de foncier solidaire, donc de vérifier à chaque revente que le ménage qui achète n'est pas en situation financière trop délicate. Ça pose un certain nombre de questions autour du modèle économique aussi, des conditions juridiques, notamment vis-à-vis du régime des copropriétés. Donc tout ceci va être mobilisé avec notre soutien par la Fédération des coopératives, donc avec un travail qui aura vocation à être bien évidemment diffusé au niveau national. Monsieur Trambous précise sa question. Notre question est de savoir quelle est la forme que doit prendre l'avis de la collectivité, un simple courrier ou une délibération. Un simple courrier. Super. Madame Bérangère Legouet, en cas de désaccord entre une commune et la DDT, quels sont les recours possibles de la commune? Il n'y en a plus. Merci pour votre réponse. Priem, devrons-nous justifier au notaire, et dans le cas des ventes, la base de fixation de prix? Devons-nous justifier au Le notaire, c'est un prestataire, il fait ce qu'on lui demande. Non. Très bien. Monsieur Charpie, quid de la vente par lot et ses enjeux? Ça, je pense qu'en plus, ça mérite une longue réponse. Donc, Monsieur Charpie, c'est pareil, je vous invite à poser la question peut-être sur la communauté Habitat directement. Alors, on y arrive. Dans le cadre d'une vente en patrimoine sur lequel la collectivité a apporté sa garantie pour un prêt permettant une réhabilitation, par exemple, que devient la garantie si le logement sont vendus? Y a-t-il une règle? Oui. La garantie, elle s'éteint. Enfin, nous, au moment où on rembourse, au moment où on vend les logements, on rembourse les prêts qui sont encore liés à ces logements, si on n'a pas été au bout du remboursement de ces prêts. Donc de toute façon, au moment où on a un acquéreur, on n'a plus de prêt, on le rembourse. Oui, il n'y a pas de transfert de prêt. D'accord. Il ne peut pas y avoir de transfert de prêt entre... La garantie s'éteint, le risque s'éteint pour la collectivité. De fait, s'il n'y a plus de prêt, il n'y a plus de garantie. Voilà. Super. Sophie Venbini, pour les logements inscrits dans le plan de mise en vente de la CUS, il me semblait que seul l'avis des collectivités ayant garanti les emprunts était sollicité. L'avis de la commune déficitaire, même non garante, sera-t-il sollicité? Est-ce que ça concerne... La question serait, est-ce que la vente concerne que les logements garantis par la collectivité ou l'ensemble des logements sociaux? Ça concerne l'ensemble des logements sociaux, je pense. Alors non, Sophie Benibi, je vois vos autres messages. J'ai pas sauté votre question, mais on a beaucoup de questions. Voilà, donc j'efface. Ah, il n'y a plus que deux. Non, plus qu'une, pardon. Donc Monsieur Trambous précise, et c'est la dernière, après on enchaînera sur la présentation de 1001 Vie Habitat. La loi Elan a réaffirmé la possibilité de recourir à la location à cession dans le cadre de la vente HLM. Quels seraient les avantages à y recourir, pardon. L'avantage, c'est comme toute location-accession, enfin, là je dis plutôt de manière théorique, je ne sais pas si vous l'avez pratiqué, c'est de se constituer un capital, voilà, donc et d'avoir une forme de continuité entre le statut de locataire et le statut de propriétaire. Il me semble que c'est déjà possible. Donc, peut-être que la loi Elan réaffirme des choses, on pourra vérifier. L'accession sociale, voilà, on le fait dans le neuf, mais pas encore dans le On je fera connais pas de pratique dans le neuf, mais pas dans la vente HLM. Merci beaucoup. Du coup, je vous laisse la parole, Monsieur Brunet et Madame Leblanc. Merci. Bien, donc on va effectivement vous donner une lecture assez rapide de l'expérience d'un bailleur social. 1001 Vie Habitat. 1001 Vie Habitat, c'est un nouveau nom, c'est le nouveau nom du groupe Logement Français qui a fusionné ces trois sociétés franciliennes au mois de juillet dernier, Logement Français, Logement Francilien et Coopération et Famille.
Et puisqu'on parle de vente HLM, Coopération de Famille était la société qui avait la plus grosse activité et expérience de vente HLM. Alors, un acteur de référence au niveau national, Million de Vie Habitat, puisque c'est 86 000 logements à l'échelle nationale et 4 600 lots de copropriété, une activité qu'on est en train de développer, notamment sur le biais de la vente HLM. 1300 collaborateurs et en 2017, 2700 logements financés. Pour illustrer rapidement l'activité d'un bailleur comme Million de Vie Habitat, aujourd'hui, vous dire que c'est une activité qui est finalement assez récente dans notre histoire, puisque on l'a démarré il y a une petite dizaine d'années, et on l'a démarré parce que on avait besoin d'augmenter nos ressources pour asseoir notre développement. Jusque-là, je dirais que le modèle économique des bailleurs sociaux leur permettait de régénérer du cash pour se développer. Et puis il y a 10 ans, on a commencé à monter un peu en régime. Et on voit que sur la période 2011-2017, c'est pour nous plus de 1100 ventes, donc une moyenne d'environ 160 ventes par an. Étant entendu qu'aujourd'hui, pour faire face au contexte dans lequel nous sommes, notamment depuis une année avec la nouvelle loi de finances, il va falloir que l'on double, voire même à court et moyen terme, que l'on triple ce chiffre. Donc là, on s'est fixé un objectif de 320 logements à vendre par an, à très court terme. Comme je le disais, la loi de finances, je pense que c'est une découverte pour personne, a beaucoup impacté une société comme la nôtre. 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais une loi de finances qui vient avec la remise de loyer sur la RLS, avec la cotisation CG2LS qui augmente et les taux de TVA qui sur nos opérations passent de 5 à 10%. Tout ce contexte-là vient peser 25 millions d'euros en plus sur nos finances. Et donc, la grignote, plus que grignoter d'ailleurs, pompe 80% de notre autofinancement. Donc voilà, on a besoin absolument d'augmenter notre rythme, notre activité de vente. Et pour ça, là, on va en direction de collectivités, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont susceptibles de nous suivre dans cette affaire, avec beaucoup de contraintes. Alors là, pour la diapo que vous avez actuellement affichée, on voit une répartition géographique en Île-de-France de notre activité vente, avec une particularité pour ce qui nous concerne, c'est le département des Yvelines du 78, où on fait quasiment 60% de nos ventes, parce qu'on va dire que c'est un département qui conjugue beaucoup de critères attractifs pour la vente, un marché privé qui est élevé, donc quand on arrive avec des prix de vente HLM, c'est intéressant. Puis on avait 15 000 logements dans ce département, dans des zones pas que SRU et pas que en rue non plus, donc des patrimoines attractifs. Donc on a réussi jusqu'à présent à faire beaucoup de notre activité là-dessus. Maintenant, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Catherine Ledeuf, c'est-à-dire que on ressent aujourd'hui de grosses difficultés avec la concurrence entre tous les bailleurs, puisque sur ces villes intéressantes, en général, tous les bailleurs qui aujourd'hui sont poussés à aller dans cette activité se présentent devant l'élu, devant le maire, pour le solliciter. Et là, on arrive à des points de blocage où on voit que pour nous, il est de moins en moins facile de trouver des terrains favorables à la vente. Petite précision aussi, parce qu'on parle aussi beaucoup depuis tout à l'heure du nombre de logements vendus ou à vendre. C'est pas non plus toujours ce critère-là qu'il faut retenir. Nous, on regarde surtout quand on met un programme en vente, ce qui va nous générer comme retour sur investissement, entre guillemets, comme fonds propres. Vous pouvez aussi avoir des patrimoines qui, en fonction du prêt qui a été tiré à l'époque de la construction, de ces modalités d'amortissement, va plus vous rapporter quand vous vendez chaque logement que sur d'autres communes, d'autres types de patrimoine. Il y a ce qu'on appelle parfois des pépites ou des poules aux œufs d'or, et puis il y en a qui sont un peu moins intéressants. Donc on est obligé aussi d'avoir cette lecture quand on fait notre sélection de patrimoine qu'ensuite on va proposer à la vente. Autre critère très important,
l'occupation sociale, parce qu'il est pas sérieux ni raisonnable d'aller proposer des mises en vente quand on a une population très paupérisée, très fragile et qui ne sera pas en capacité d'acheter. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, mettre en place des mises en vente avec des patrimoines rénovés, parce qu'il n'est pas question que les occupants aient à supporter de gros travaux dans les 5 à 10 ans qui suivent leur acquisition. Et puis peut-être un dernier point que je soulignerai avant qu'on vous décrive dans les grandes lignes nos processus de vente avec Perrine Leblanc, mais c'est aussi dire que pour nous, la vocation quand on met un patrimoine en vente, c'est que dans les 5 ans, 5, 6, 7 ans, on ne soit plus du tout nous propriétaires d'un logement, que la copropriété rentre vraiment dans une vie pleine et entière de copropriété, qu'un syndic et des copropriétaires, qu'on disparaisse finalement du paysage. Et pour ça, on a aussi besoin d'une oreille attentive des collectivités pour créer les conditions de la mobilité résidentielle pour des occupants qui ne voudraient pas ou ne pourraient pas acheter. Ils n'ont pas vocation, ces gens-là, à rester et à faire perdurer un mélange logement social et logement de copropriétaires. Donc ça, pour nous, c'est aussi un enjeu fort de la mobilité et ça se discute aussi actuellement dans toutes les conférences intercommunales de logement et surtout les dispositifs liés aux attributions. Voilà, donc en quelques mots cette présentation, et puis maintenant on va vous décrire assez rapidement nos processus de vente avec Perrine Leblanc. Oui, bonjour. Donc effectivement, nous, ça fait depuis 2011 que nous avons lancé le service vente au sein du groupe ex-groupe logement français Millennium Habitat sur tout le territoire national et avec en place un processus assez détaillé pour la vente HLM. Tout d'abord au niveau du choix des résidences, donc effectivement comme le disait Monsieur Brunet, des résidences qui sont de qualité, en bon état général, qui ne nécessitent pas de travaux importants dans les 5 prochaines années, puisqu'on ne souhaite pas mettre en difficulté les locataires acquéreurs, les acquéreurs extérieurs qui rentrent comme propriétaires dans cette résidence. Des résidences sur lesquelles il y a un réel attachement des habitants à leur résidence et une volonté d'acquisition exprimée par ces mêmes locataires occupants. Ces choix avant Elan étaient validés effectivement par la mairie et le préfet. Avec la loi Elan, ils seront validés dans les CUS ou en continuité, si on ne les met pas dans les CUS, avec la préfecture, comme c'était le cas précédemment. On a une petite particularité, effectivement, c'est qu'on a une structure en interne qui est syndic de copropriété, donc on a une gestion très poussée de la copropriété, c'est-à-dire qu'on a un réel groupe de travail en interne qui met en place la copropriété future avec tous les éléments, les intervenants autour de la table de copropriété, de travaux, d'assurance, etc., pour bien aboutir à une copropriété saine et claire pour les futurs copropriétaires. Donc, on est vraiment au plus près des besoins du coup des copropriétaires, dans l'idée qu'après, effectivement, c'est eux qui reprendront la gestion de la résidence à terme. Alors, il y a toute une batterie d'outils. On remet un livret du copropriétaire pour bien expliquer quelles sont ses futures obligations. Et on propose également un service de formation lorsqu'il y a des demandes pour aller plus loin avec certains. On a un important suivi des locataires puisque du coup, on organise au moment où on met en vente la résidence, on organise une réunion avec les locataires dans laquelle on leur donne aussi un livret très détaillé de tout qui explique concrètement ce que va être la vente de leur logement et effectivement après la copropriété, la vie dans une copropriété avec les frais en plus, on en parlait des taxes foncières, les charges, les travaux qui seront à leur charge aussi. Et tout le détail du fonctionnement de la vente du moment où on lance la commercialisation jusqu'au moment où du coup ils signent leur acte de vente chez le notaire. On travaille avec une société ou des sociétés plutôt de commercialisation qui sont externes à notre groupe et qui sont spécialisées dans la vente HLM, c'est-à-dire qu'ils sont là pour suivre les locataires et les accompagner tout au long de leur acquisition. La commerciale a l'obligation effectivement de rencontrer tous les locataires de la résidence afin de leur expliquer comment ça se passe, même ceux qui ne souhaitent pas acquérir, pour les rassurer sur le fait qu'ils restent locataires du bailleur dans les mêmes conditions qu'actuellement. Les clauses et les garanties sécurisant la vente, du coup, on leur en fait part aussi lors de la réunion locataire. Le commercial est là pour leur représenter toutes ces clauses et toutes ces garanties qui effectivement sont les garanties de rachat,
le relogement dans le patrimoine en cas de difficultés de la vie, etc. On a un suivi interne qui est assez important aussi, puisque du coup, on a une grille de vente qui est préparée en interne, qu'on fait valider chez nous par les différentes instances, qui est validée du coup normalement à l'origine par la mairie, mais du coup que nous continuerons à partager avec eux. On a une concordance des lots qui doit être faite en amont pour créer effectivement tous les lots de copropriété. Et on suit les notaires, les commerciaux, et tous les prestataires extérieurs, diagnostiqueurs, géomètres et autres qui mettent la résidence en copropriété. Voilà, et du coup, la gestion des logements vacants, on en parlait rapidement avec tout ce qui est publicité légale, commission d'attribution, etc., pour déterminer qui se portera acquéreur du logement. Voilà. Alors on va terminer, mais très rapidement, avec l'impact de la loi Elan, sans faire de redite avec ce qui a été dit jusqu'à présent, donc peut-être qu'on survolera certains points. Yes. Du coup, la suppression de France Domaine, je pense que Madame Ledeuf a bien détaillé là, tout à l'heure tout le domaine. On peut passer. Effectivement, il y avait les cuves chez les préfectures, les locataires, acquéreurs, occupants. Alors, je voulais juste revenir sur un point parce que vous avez dit que la commune pouvait préempter. Alors, ils ne préemptent pas sur les occupants. Ils préemptent sur les vacants. Voilà, je vais juste préciser ce petit point. Voilà, c'est ça. Donc, ils ne peuvent pas préempter. Du coup, après, vous avez parlé des 2 ans. C'est vrai que tous ces éléments-là vont nous permettre à nous d'aller un tout petit peu plus vite dans nos démarches de mise en vente et de vente derrière, puisque faut considérer que c'était un peu comme une opération de promotion immobilière, de construction neuve, puisqu'on mettait quasiment 1 an et demi à 2 ans à mettre en vente des résidences aujourd'hui, entre le moment où on réalise notre première étude et le moment où on vend le premier logement, avec tout le processus de mise en copropriété et des différents accords en interne et de préfecture. Tout ça va être un peu plus accéléré et permettra d'aller un peu plus rapidement dans les lancements. On vous a fait grâce du logigramme, mais là ils peuvent agrandir. Sans le lire de manière détaillée, on voit bien qu'il s'étale sur 18 mois, quoi, comme une opération de promotion. Voilà. Donc voilà, et puis peut-être dernier point. Et du coup, sur les logements vacants, ça a été bien précisé aussi sur les acquéreurs potentiels, donc on ne va pas forcément revenir dessus. On ne va pas faire de redite. Voilà. Alors moi, j'ai quelques questions. Première question, en termes d'organisation interne. Je ne sais pas si Mélanie a par ailleurs une politique, vous disiez, d'accession dans le neuf. C'est les mêmes équipes, comment c'est structuré, voilà, parce que c'est un certain savoir-faire, il y a des continuités mais des différences entre le métier de bailleur social et le métier de promoteur. Voilà, comment tout ça s'orchestre en interne? En interne, justement, on a pris le parti de se dire que c'était des métiers qui étaient différents, c'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de la promotion, l'accession sociale, donc dans le neuf, les promoteurs connaissaient mieux cette partie-là, donc ça reste au niveau de la construction neuve. Acquisition en bloc, acquisition et vente en bloc sont dans le même service, puisque du coup aujourd'hui on a pareil un service qui s'occupe des acquisitions pour le groupe en bloc, et du coup comme la démarche est la même mais inversée, c'est eux qui s'occupent aussi de la vente en bloc. Et on a un service qui du coup est 100% dédié à la vente HLM et la vente de commerce. Alors, moi j'ai une question complémentaire à celle d'Anne-Catherine qui est quelle est et comment a été définie cette stratégie de vente? Est-ce qu'il y a du patrimoine plus particulièrement ciblé, que ce soit type de patrimoine dans sa localisation? Comment est-ce que ça a été défini au niveau du groupe et comment ça se décline dans les territoires? Il y a un paramètre politique qui est important, et puis un paramètre de valeur aussi. Donc on est obligé de croiser, comme je disais tout à l'heure, une analyse à la fois financière pour voir où on est le patrimoine qu'on aimerait bien vendre dans les modalités de remboursement des prêts qui sont encore affectés à ces patrimoines, puisque la plupart du patrimoine n'est pas amorti. Donc on choisit des patrimoines qui sont en fin d'amortissement et qui vont, une fois qu'on aura tout remboursé, quand même nous générer suffisamment de retours. Le ratio, c'est en gros, un logement vendu doit nous permettre de refinancer 2 logements neufs. Sachant qu'aujourd'hui, on a des ratios de mise de fonds propres par logement neuf produit qui sont supérieurs à 30 000 € au logement en Ile-de-France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un logement vendu, il faut qu'il nous rapporte, entre guillemets, au moins 50 000 €. Une fois qu'on a vraiment tout déduit, les frais de commercialisation, les frais remboursés, etc.
Donc on a cette analyse financière-là, et puis après on la couple avec l'analyse politique, l'analyse géographique. Donc il faut qu'on se dise que oui, c'est une résidence qui va pouvoir prendre son envol assez rapidement, qu'on va avoir un avis favorable du maire. Alors jusqu'à présent, en Île-de-France, on a beaucoup été sur des départements comme les Hauts-de-Seine et les Yvelines. C'est des marchés dont le prix est plutôt dans le haut de la fourchette. Et puis là, on en arrive à un point où, sur ces marchés, on commence à être bloqué, puisque quand même, c'est le coin d'Île-de-France où il y a plus de communes touchées par l'obligation SRU. Donc on en arrive maintenant à des points de blocage où les maires me disent « non, moi je suis en train de courir après mes 25%. » C'est vrai que le passage de 20 à 25% ne nous a pas aidé non plus dans cette affaire. Quand on a commencé à faire de la vente HLM, le taquet il était à 20%. Et l'argument des 10 ans ne Et donc quand on discutait avec non, l'argument fonctionnait. Il n'a jamais fonctionné. Alors l'argument des 5 ans n'a jamais fonctionné. Maintenant, est-ce que l'argument des 10 ans, lui, va fonctionner? On l'espère, on ne sait pas encore, on n'a pas assez de recul. Mais c'est vrai que quand on discutait avec des communes qui étaient à 18% et qui étaient avec une obligation à 20%, on arrivait à faire des choses ensemble. 25, c'est plus loin. Voilà. 25, là, ça rebat quand même fortement les cartes. Voilà. Compléter un tout petit peu, on a mis effectivement maintenant en place un outil qui reprend toutes nos résidences et tous nos logements. Et dans cet outil, on sélectionne pour la vente HLM, effectivement déjà les communes qui ont plus de 25% de logements sociaux, les communes qui ont un niveau énergétique qui est supérieur à E. D'ailleurs, je crois que vous avez dit F tout à l'heure, pour moi c'est E. Oui, j'ai dû inverser dans les... Mais c'était écrit E sur le PowerPoint. Oui, voilà, donc c'est E au niveau énergétique. À partir de F, on ne peut pas. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis envoyée. Et du coup, qui reprend donc le niveau énergétique, toutes les résidences qui sont en E ou en niveau énergétique meilleur, effectivement les emprunts et les travaux qu'il y a sur les résidences. Donc déjà, ça élimine une partie de notre parc qui du coup nécessite aujourd'hui des améliorations à ce niveau-là, ou les communes sur lesquelles nous n'avons pas 25% de logements sociaux. Et à partir de là, effectivement, du coup, comme disait M. Brunet, les liens avec les communes, les relations. Oui, et puis historiquement, les bailleurs, et là c'est pas propre à Minuvi, mais quand vous regardez le niveau de richesse, entre guillemets, des populations qu'on loge, de toute façon, vous n'avez pas les mêmes structures financières des occupants à l'ouest de Paris qu'à l'est. Donc de toute façon, vous adressez plus quand vous allez sur le 78 ou le 92 à des gens qui vont être en capacité de faire un prêt et d'acheter, comme je le disais tout à l'heure, un logement qui est 25% en dessous du prix du marché, qui donc va leur permettre d'accéder à la propriété. Donc l'élu est quand même sensible à ça, parce qu'il est conscient que sur le 92 et 78, son prix du marché libre, il est difficilement atteignable pour ces populations. Donc quelque part, c'est un peu un outil aussi pour créer une politique d'accession à la propriété, d'accession aidée. C'est sûr que la politique de revente à terme de l'acquéreur est un élément important, parce que sinon, il reste dans son logement et en plus il paye la TFPB et les travaux. Donc l'intérêt d'acquérir pour lui est assez modeste. Après, on n'en fait pas que sur le 92 et 78. On en fait sur le 95, on en fait sur le 93, la Seine-Saint-Denis. Et ce qu'on observe, c'est que sur ces départements où les populations sont plus fragiles, les ventes se font beaucoup plus sur du logement libre, enfin du logement vacant. C'est-à-dire que le locataire est parti, on a un logement qui est vide, on publie. Mais le taux d'acquisition par des occupants est plus faible sur ces départements. Mais par rapport à ce que vous disiez aussi, effectivement, mais c'est un calcul à faire parce que la TFPB, les travaux, c'est une chose, mais il faut aussi considérer que, on va considérer en moyenne, ils ont un emprunt sur 20 ans ou 25 ans, d'accord, mais l'emprunt, il reste stable, les loyers, ils continuent, eux, à augmenter, donc parfois, les mensualités sont supérieures au niveau des loyers, et surtout, à terme, ils ont un bien dont ils sont propriétaires, sur lesquels, effectivement, ils n'ont plus de mensualité, donc ils n'ont, je mets entre guillemets, plus que la TFPB, les potentiels travaux, les charges de propriétaires et de copropriétaires, et plus de loyer à payer, plus de quittance à payer aux bailleurs aussi, et un bien potentiellement à léguer après leur famille. Oui, c'est vrai que c'est un vrai calcul à faire, mais ça dépend de l'emprunt nécessaire à l'acquisition. C'est un élément qu'on prend en compte nous, dans nos études, dans nos analyses que nous ont, après avoir sélectionné des résidences qui potentiellement rendraient les différents critères, on s'intéresse effectivement au fait que les locataires qui sont en place
puissent devenir propriétaires et effectivement qu'il n'y ait pas des mensualités qui dépasseraient de la façon leur taux d'effort ou leur taux d'endettement. Et alors, potentiellement, quelle est la part sur votre parc de logements qui, alors vraiment à la grosse fourchette peut-être, est potentiellement dans une politique de vente qui réunit tous ces critères, c'est-à-dire à la fois la bonne localisation, la terminaison des logements amortis, des occupants susceptibles de prendre le relais dans le rôle d'acquéreur. Ça représente quoi? Qui pourraient être mis en vente ou qui sont déjà en vente? Non, qui pourraient. Quel pourcentage? En pourcentage. En pourcentage, mais vraiment. En gros, c'est quoi? C'est 10%, 20% du parc? Je sais pas. Vous parlez d'un outil, c'est pour ça que je sais. En fait, l'outil est en train d'être mis en place et on commence bien à travailler dessus et on commence effectivement à sélectionner un certain nombre de résidences qui permettront notamment du coup de voir de les transmettre dans les puces. Anne-Catherine, et puis après on prend des questions. En lien, j'ai deux questions. Alors une avec votre propos d'avant qui est est-ce que vous avez un partenariat avec les banques comme dans l'accession sociale? Non. Au contraire, on revendique le fait qu'on n'en a pas parce qu'on veut pas avoir un intérêt ou que les banques aient un intérêt chez nous d'en avoir. Après, on a travaillé un petit peu avec le Crédit Foncier qui font des prix qui sont, des taux, des emprunts qui peuvent être un peu plus hauts. Donc, qui peuvent aider certaines populations qui ont un peu moins les moyens à acquérir un bien. Et ma deuxième question, c'est au-delà de la question du chiffre pour le chiffre et du volume pour le volume, j'ai dit tout à l'heure rapidement, vous avez un objectif d'augmentation des volumes. Par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur les latitudes qui se resserrent dans les secteurs attractifs, comment vous envisagez d'augmenter les volumes? C'est-à-dire, est-ce que ça va changer vos stratégies sur les types de logements ou sur les types de logements, effectivement, est-ce que vous allez vendre plutôt à d'autres que les occupants? Comment vous voyez les évolutions sur le PLS? Je ne sais pas si c'est un sujet chez vous. Le rôle des sociétés de vente, enfin voilà. Comment vous imaginez changer de braquet, en fait, si je puis dire, en termes de volume? Déjà, ce qui va changer avec Elan, effectivement, on en parlait, c'est le fait qu'on puisse maintenant potentiellement vendre sur des communes qui sont carencées, sous la condition évidemment de reconstruire sur leur commune ou sur leur communauté d'agglomération. Donc ça sera un sujet là qu'il faudra qu'on étudie plus en détail et plus profondément. Donc ça nous permettra nous effectivement d'élargir potentiellement les communes sur lesquelles on peut aller vendre notre patrimoine. Après, derrière, on a encore du stock, nous, notre potentiel de résidences qui peuvent être mises en vente. Élargir effectivement un peu le territoire, voir peut-être un peu plus loin que les communes sur lesquels on s'était concentré jusqu'à maintenant, voir un petit peu, effectivement, quels sont les patrimoines plus éloignés sur lesquels on pourrait aussi travailler. D'accord, ce qui veut dire que la production neuve pourrait être orientée potentiellement par le futur potentiel de vente. Il faudra, en partie. Je ne dis pas complètement, mais il faudra en partie. Pour remplir les objectifs, Et le PLS, vous avez une stratégie particulière par rapport aux évolutions sur le PLS? Pas aujourd'hui. Non, d'accord. Non, on répond à la commande aux souhaits des élus, et quand on fait du PLS, on essaie toujours dans l'opération de faire du mix, c'est-à-dire de mettre également du PLUS, de ne pas faire du 100% PLS. D'accord. Donc les évolutions sur les ouvertures sur le PLS ne sont pas forcément sur les centrales. Non. Et des sociétés de vente, la question de Anne-Catherine sur les sociétés de vente, pour l'instant. Alors c'est plus compliqué, ça se concerne plus la vente en bloc, du coup. Là, c'est non, alors pour l'instant, on n'est pas du tout engagé dans cette réflexion-là. On va continuer de mener cette activité nous-mêmes. Mais je vous donnerai un dernier élément pour répondre à votre question précédente, c'est que une de nos particularités, Millunic Habitat, c'est que, bon, comme beaucoup de sociétés, on a été créé à la fin des années 50, et on a beaucoup construit dans les 60 sur des quartiers qu'on appelle aujourd'hui en renouvellement urbain. On en a une dizaine en Ile-de-France. Corbeil-les-Tarterets, Aulnay-sous-Bois, les 3000, Sartrouville-les-Indes, etc. Et tous ces quartiers-là sont en train de muter assez fortement avec des programmes de démolition en ANRU 2 qui continuent de se déployer et un intérêt très marqué des gros promoteurs de la place comme Bouygues Immobilier, Cogedim et consorts qui aujourd'hui viennent cofinancer finalement la prolongation de ces projets de renouvellement urbain, viennent compenser finalement la baisse des financements publics qui sont de plus en plus rares. Et dans ces quartiers-là, on est en train de déployer une stratégie qui vise à plus mixer les choses avec
de la construction en accession libre, en accession sociale aidée, et puis de la reconstruction de logements sociaux classiques, mais aux normes d'habitabilité, énergétique, etc. actuelles. C'est ça aujourd'hui le sens de nos démolitions. Alors, nous, de par notre structure, notre histoire, on a entre guillemets cette chance de aujourd'hui travailler sur ce potentiel, sur ces très gros quartiers où il y a beaucoup de fonciers encore, et dont certains vont être mieux reliés aux grands réseaux de transport qui sont aujourd'hui en train d'être développés, d'être construits. Bon, donc c'est aussi ça, un des axes de notre stratégie, c'est aussi celui-là. Alors, juste pour être sûr de comprendre, pour la vente HLM, ça veut dire que vous imaginez... Ça veut dire que, par exemple, sur Sartrouville ou sur d'autres, on identifie des petits bâtiments, parce que sur ces très très gros quartiers, il y a toujours des micro-quartiers. Il y a des endroits qui vivent mieux que d'autres, qui sont mieux habités que d'autres. Il y en a certains, parfois on entend l'expression, il y a le petit Neuilly dans le gros quartier, le grand ensemble. Potentiellement. Donc il y a certains bâtiments qu'on identifie pour les mettre aussi dans la vente HLM. On n'a pas fini de travailler sur le mixité social. Non. Ces quartiers. On a 6 questions, donc je vous invite. Alors hop, j'apparais à l'écran, je me faufile parce qu'on est nombreux aujourd'hui. Alors la première, Jean-Christophe Desclercq, devons-nous toujours faire la double publicité dite légale sur 2 journaux locaux? Je suppose que oui. Oui. C'est oui. Super. Bérangère Legoué. Les réservations doivent avoir une reconstitution de leur offre. Comment est-ce compatible avec une gestion en flux comme préconisé par la loi Elan? Ça va rentrer dedans, on va dire. Ça en fait partie. Si les réservataires le demandent. Aujourd'hui, dans la pratique, il n'y a aucun réservataire qui demande la reconstitution de son contrat de réservation. Aucun. Okay. Sophie Bendy, comment sera communiqué le suivi de l'affectation des produits de la vente auprès des collectivités concernées? Bonne question, oui. La réalité de ce qui est négocié. On communiquera si elles veulent bien qu'on reconstruise chez elles. Mais non, mais il n'y a pas d'outil. Il n'y a pas d'outil. Parce que c'est pas non plus dans le... Mais je finis dans votre PSP. Non, aujourd'hui, non, en tout cas, non. Mis à part ça, sur la question de Sophie Benby, comment est-ce que les collectivités vont pouvoir suivre finalement la forme de mitage du parc social de leur territoire lié aux opérations de vente, ce qui va rester, comment est-ce qu'elles vont faire pour avoir une suivi? Il y a des... Par rapport à la reconstitution de l'offre? Non, par rapport simplement produit de la vente. Suivre la vente, quoi. La vente, ce qui est vendu, pas vendu. ça. Prendre conscience que dans un quartier où il y avait tant de logements sociaux... Mais ça pourra se faire que s'il y a un partenariat entre le ou les bailleurs et la collectivité qui précise cette demande. Moi, je me suis vu dire à des élus, écoutez, c'est dommage que je ne puisse pas reconstruire chez vous des logements, sur votre ville ou votre agglo, et le fruit de cette vente, je vais aller le mettre chez vos collègues, chez vos voisins. Quoi. Et je trouve ça dommage. Donc il y en a certains, ils sont ouverts à ce que le partenariat continue, d'autres moins. Donc là, c'est vraiment du pur partenariat. Quoi. Ça montre encore l'importance pour les intercommunalités à développer à la fois leur propre stratégie et leurs propres instruments de suivi. Parce qu'il y a à la fois l'amont, la négociation autour des CUS, comment tout ça s'imbrique, comment on oriente, etc. Et on met en place un cadre stratégique amont. Et aussi l'aval, et comment on suit à la fois l'évolution des copros, le niveau, les rythmes des ventes. Éventuellement, c'est peut-être compliqué, mais certaines peut-être qui auront l'idée d'aller jusqu'à suivre la réaffectation des produits de la vente au-delà des communes SRU. Enfin, voilà, en tout cas, il n'y a aujourd'hui pas de cadre réglementaire. C'est des instruments qui restent à imaginer pour les intercommunalités qui voudraient se saisir de ce sujet. Laetitia Monceau, en commune SRU, si un organisme arrête la mise en location sur un groupe pressenti pour la vente, la commune ne pourra pas bénéficier du maintien de la compatibilisation des logements concernés pendant 10 ans. La commune peut-elle s'opposer au gel des mises en location? Les logements qui sont loués, de toute façon, restent loués. Sur les logements qui sont vacants, l'idée n'est pas de les garder très longtemps vacants. Donc qu'ils soient vite vendus et du coup... ils restent comptabilisés. Non, on disait que non tout à l'heure, c'est ça? Ils ne restent pas comptabilisés. Je pense que c'est ça l'objet de la question. Puis réglementairement, une commune ne peut pas s'opposer à un jeu de mise en location. Non, ça c'est sûr. Donc c'est non, Madame Monceau. Et enfin, dernière question de Jean-Christophe Desclercq.
Alors, à partir du moment où il n'y a plus d'avis France Domaine concernant les acquéreurs, comment les acquéreurs peuvent-ils toujours en profiter? Je pense que le PTZ il est quand même lié au niveau énergétique aussi de la résidence et des logements, donc les banques se baseront certainement sur le diagnostic énergétique et avec ces documents-là. Merci beaucoup. Et enfin, il demande en question générale, cette conférence sera-t-il revisionnable? Parce qu'en effet, elle est très riche, il y a beaucoup de choses, c'est très condensé. Donc, ce sera disponible dès demain en VOD, donc en replay, sur la communauté Habitat de la plateforme Idealco et avec également les supports de nos intervenants. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez la revoir pendant toutes vos vacances. Ah, chouette. C'est pas très clair. Merci beaucoup énormément d'être là. Je sais que vous devez vous libérer, donc je vous en prie. On va passer à la présentation de Madame Claire Bruat, directrice de Pôle Habitat de l'Eurométropole de Lille. Alors, Madame Claire Bruat, je réactive votre micro et votre caméra. Alors, Madame Bruat, je vous invite à partager votre écran si vous nous entendez. Normalement, vous nous entendez. Comme vous avez fait tout à l'heure, cliquez sur le petit émoticône en haut de votre présentation. Petit icône caméra. Non, mais là, Madame Bruat, je vous invite à nous rejoindre. Je vais peut-être vous appeler sur votre portable en même temps parce que j'ai pas l'impression. Ah, c'est bon. Ah, Il se passe quelque chose. super. Un petit peu contre-jour, mais c'est pas mal. Bienvenue. Ah oui, vous êtes un petit peu à contre-jour. Je ne sais pas si on peut fermer chez vous. Ouais. Ça fait un peu. C'est un peu, on ne vous voit pas trop. C'est l'invité mystère. Est-ce que la voix est brouillée? On ne sait pas. Témoignage anonyme. Avant, je crois que c'était dans son J'étais vraiment. Alors par contre, on ne vous entend pas. Il faut aussi appuyer sur le petit émoticône en haut de votre présentation avec le micro. Super, on vous entend. Super. Ah, on vous entend. Ah oui, si, c'est bon. Est-ce que vous avez la possibilité éventuellement de baisser le store derrière vous? Parce qu'on ne vous voit pas vraiment. Ah oui, d'accord, je baisse le son aussi dans l'émoticône. Non, pas le son, le store. Enfin, Ah ouais, en fait, vous êtes à contre-jour. déjà baissé, je suis désolée. Ah, il est déjà baissé. Est-ce que vous pouvez changer de place du coup, s'il vous C'est plaît? pas grave, on va pas compliquer parce que on va surtout Ah, mais là, déjà, c'est mieux. le Non, slide. ça va, c'est bon. Déjà, c'est beaucoup mieux. Et après, je peux pas Un tout petit bouger, hein, je suis désolée, mais... Il n'y a pas de problème. Du coup, vous avez les slides. Je vous ouvre les droits. Tac. Module de note, module de partage. Là, vous avez 2 flèches sous votre PowerPoint et je vous laisserai les dépiler vous-même du coup. D'accord, parfait. En bas à gauche. Nickel. Merci beaucoup, je vous répète. C'est bon? C'est super. Je vous laisse la parole. Je vous laisse l'écran et à tout à l'heure. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Claire Bruat, directrice Habitat à la métropole européenne de Lille. Et je vais vous faire donner le témoignage en fait, d'un EPCI qui est doté de la compétence sur les agréments de vente depuis 2016 et qui, avant cela, en fait, est hors cadre réglementaire, hein, au bout du compte, avait déjà travaillé sur la question des ventes et s'était notamment doté d'un observatoire. Voilà, alors en quelques mots, rappeler quand même le contexte dans lequel peut se développer la politique de vente sur notre territoire. Sur la métropole européenne de Lille, nous avons un parc social qui est relativement étendu, dans un contexte de marché sous tension, même si elle est bien moindre que celle de la région parisienne, avec 125 000 logements sociaux concentrés sur les villes-centres de l'agglomération, que sont Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq, la ville nouvelle de l'agglomération, avec une forte proportion qui se situe en quartier politique de la ville. C'est assez notoire, avec 55% du parc social situé en quartier politique de la ville. On a aussi une concentration en fait, du patrimoine dans les mains de 3 principaux bailleurs, Vilogia, EFH qui en détient 35%, puis ensuite les offices publics, que sont LMH métropolitain, et Partenor, l'office départemental. Des indicateurs aussi sur
caractéristiques du parc pour indiquer que en fait, 22% en fait, du parc est classé en EFG. Voilà, donc certes, on n'est pas sous le coup en fait, des restrictions introduites par la loi pour les ventes qui concernent seulement à peu près 5% des biens, mais on a quand même des caractéristiques énergétiques qui sont fragiles et qui sont à prendre en considération dans le cas de vente. Une vacance commerciale et technique assez faible. Et puis un profil des ménages qui est, qui est pas le fait de la métropole européenne de Lille, mais qui est plutôt fragile, avec 58% des ménages qui sont sous des revenus du plafond PLAI, avec un ancrage très fort dans le parc HLM, une durée d'occupation qui est de 12 ans en moyenne dans un logement. Alors sur notre territoire, la politique locale, c'est la production à peu près de 2000 logements par an, en plus PLAI, production qui est renforcée pour les prochaines années avec la reconstitution de l'offre de logements démolis dans le NPRU, qui touche 4000 logements, et donc qui ajoute annuellement 300 à 400 logements à reconstituer, en plus des 2000 que l'on crée pour l'offre nette et satisfaire aux besoins au logement. Donc bien sûr, dans ce contexte-là, on a une vigilance sur les ventes qui s'élève, et on va le revoir après dans les données de l'Observatoire, à peu près 300 logements par an depuis 2012, avec une progression sensible et assez notoire malgré tout. Donc vigilance pour bien sûr qu'on puisse maintenir une offre nette de logements sociaux sur le territoire, avec deux étapes en fait par rapport à la prise en compte des ventes sur notre politique locale. Dans notre PLH de 2012, on a intégré en fait les réflexions sur la charte de bonnes pratiques en matière de vente HLM, qu'on a annexé aux conventions de partenariat avec les bailleurs sociaux. J'y reviendrai. Et puis en 2016, nous avons, dans le cadre de la loi MAPAM, en fait, opté pour la délégation de compétences de l'agrément de vente, donc on exerce depuis maintenant 2 ans. Voilà, alors sur notre cadre d'action depuis 2012, donc même au-delà de 2016, avec l'agrément de vente effectif, bon, le rôle de la MEL reste Métropole Européenne de Lille, donc MEL, c'est son acronyme. Le rôle de notre établissement public reste modeste, mais par contre, voilà, il est bien ancré dans une fonction d'observatoire, dont je présenterai quelques éléments par la suite, pour partager les analyses avec les communes, avec les bailleurs, dans une vision consolidée, et vraiment axée sur des vigilances collectives, donc très en lien avec les autres politiques, les autres axes d'intervention de la politique habitat. Voilà, je le dis aussi parce que c'est important, on a une chargée de mission qui est Béatrice Sureau, en fait, qui travaille sur les questions de vente et plus largement sur tout le parc existant, enfin, les politiques d'intervention sur le parc de la MEL, et qui a développé notamment l'Observatoire des ventes depuis plusieurs années sur le territoire, qui est un outil très précieux et qui permet vraiment d'orienter notre analyse. Alors, nos points de vigilance, puis on pourra les redétailler par la suite avec la présentation des données de l'Observatoire, sont bien sûr de 4 niveaux. Bien sûr sur la qualité technique et thermique des logements vendus, même si en effet maintenant nous avons des restrictions sur les ventes des logements les plus énergivores. Des vigilances collectives également sur le profil des acquéreurs et les conditions de vente et de mise en vente, même si les lois sont précautionneuses en effet, et la loi Elan rajoute encore des vigilances dans les manières de faire des organismes HLM. C'est une vigilance collective sur ce point. Le devenir des copropriétés mixtes, ça c'est un point tout à fait essentiel chez nous, et leur dégradation éventuelle. Et puis, quatrième point, c'est l'aménagement des efforts en fait, de production et de rééquilibrage territorial sur notre territoire, et puis la perte de produits spécifiques par la vente. Alors comment nous travaillons sur ces vigilances, enfin, sur ces points de vigilance collective? On a mis en place un dispositif d'observation des logements vendus et mis en vente depuis plusieurs années. Les organismes nous transmettent l'état des ventes réalisées et leur plan de vente prévisionnel de manière annuelle. Et nous avons un bilan annuel de l'activité et des politiques de vente des partenaires, une veille sur les points de vigilance qui est aussi annuelle, et puis qui alimente les dispositifs et les politiques existantes sur le territoire. Donc c'est l'articulation avec la politique de la ville, avec l'Observatoire des copropriétés, avec notre conférence intercommunale du logement. Voilà. Donc ça c'est un point très important parce que sans transmission régulière
par les organismes HLM de ces états de vente réalisés, de ces plans de vente. Nous n'aurions pas en effet cette connaissance mutualisée, puis un petit peu sur le territoire qui est assez riche, comme vous pourrez le voir. Et puis on a adossé une gouvernance ad hoc, puisqu'en fait, pour arriver à cela, on a une revue de projet annuelle avec nos bailleurs, le comité de pilotage annuel avec les partenaires, on restitue les données de l'observatoire, on a des points d'actualité, le nôtre a eu lieu la semaine dernière, et puis on a des instances de négociation en cas de vente problématique qui peuvent associer sur des secteurs particuliers, villes, bailleurs, MEL, État, voilà. Et puis aussi une politique de restriction sur les ventes, qui est relativement ancienne et dont la MEL a repris les principaux éléments quand elle a repris l'agrément de vente en 2016, qui porte sur les petites et grandes typologies qui sont les plus tendues en fait sur le territoire, sur le PLAI et les produits spécifiques, bien sûr sur les communes article 55, et alors moins une restriction que des vigilances en fait sur les quartiers QPV et NPRU bien sûr. Alors, rapidement, vous donner un petit peu des éléments de contexte sur le territoire de la MEL et comment la vente s'y produit. Alors, c'est un phénomène qui représente, en 2017, hein, c'est la dernière année connue, un petit peu moins de 400 logements vendus à l'unité, avec, vous voyez le graphique sur la droite, comme une progression importante ces 10 dernières années. Bon, avec 400 logements vendus à l'unité, donc je ne parle pas des ventes en bloc, voilà, ça représente un petit 0,3% en fait, du parc locatif total de la MEL. Donc en fait, il faudrait multiplier par 3 en fait, ce chiffre pour être dans les attentes des objectifs nationaux. On y est encore loin. Ça représente 6% en fait, du stock, le stock du logement autorisé à la vente représente 6% en fait, du parc locatif métropolitain. Et les ventes elles-mêmes, depuis 2004, 3% en fait, du parc locatif total. Donc on est quand même sur des petits volumes. Alors petit volume, mais qui représente quand même des résultats économiques. On parlait de l'enjeu économique pour les bailleurs. À la vente HLM en 2017 était 38 millions d'euros en fait, en recettes pour les bailleurs, avec une forte augmentation en effet cette année, et puis depuis 10 ans. 300 millions d'euros en fait, sur la période 2004-2017. Et le graphique en bas à droite montre le rapport en fait, entre la production, la réhabilitation et les ventes. En fait, sur le territoire de la MEL, on retrouve une vente pour 8 logements financés sur notre territoire, ce qui reste quand même relativement raisonnable. Les ventes sur notre territoire sont beaucoup le fait d'un bailleur, même si les autres y contribuent également, qui est Vilogia, hein, qui concentre 70% des ventes encore en 2017. C'est 0,6% de son parc de logements sur la MEL et un stock de 4600 logements autorisés sur les près de 6000 que l'on compte sur la MEL autorisés à la vente, enfin près de 7000 même. Donc poids important de Vilogia sur l'activité de la MEL, avec au-delà de Vilogia, en fait, c'est un peu le témoignage du précédent bailleur, une professionnalisation hein, qui est patente en fait sur les organismes engagés dans la vente, avec des services, des filiales de groupes dédiés à l'accession, des compétences de syndic de copropriété, des services externalisés, des mutualisations également entre bailleurs pour cette activité qui est très spécifique et très distincte de l'activité de bailleurs. Et également des restrictions, enfin des politiques de restriction qui se pratiquent chez les bailleurs. Alors contrairement à ce que j'ai entendu pour Mille et une vies en région parisienne, nos bailleurs sont plutôt dans des politiques, en tout cas en collectif, pour maintenir une majorité en fait au sein des coprofs. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui on se constitue un parc de copropriété mixte avec maintien tant que de possible du bailleur social comme majoritaire en fait dans la coprof. Voilà.
Alors les copropriétés mixtes, justement, elles représentent 74% des ventes sur notre territoire. L'agglomération lilloise est une agglomération très constituée de maisons, de villes et d'habitats individuels. Pour autant, le parc locatif a moins ce profil. Et en effet, vous le voyez dans le graphe du bas, en fait, voilà, les ventes concernent vraiment aux trois quarts en fait, un patrimoine collectif où se constituent en fait, des copropriétés mixtes. Et c'est 2 tiers des mises en vente. Donc bien sûr, il y a une vigilance qui est attendue vis-à-vis du bailleur qui met en vente sur le profil des copropriétés en fait, fragiles, sur l'information du locataire acquéreur, et sur le mode de fonctionnement d'une copropriété avec une information amont attendue. Sur le territoire de la Mel, je l'ai dit, on a quand même un profil sociologique qui est en fait voilà, de ménages modestes, pour lesquels en fait acquérir en copropriété présente quand même autre chose qu'une acquisition en fait même en habitat individuel avec des charges de copropriété, voilà, un endettement qu'il faut pouvoir mesurer, et donc ce sont des choses en fait sur lesquelles nos organismes en fait on appelle une vigilance particulière, nos organismes HLM. Et puis avec nos outils développés sur la MEL, on a bien sûr, enfin, on met en lien la connaissance en fait des copropriétés constituées par la vente HLM, en lien avec notre veille organisée sur les copropriétés de manière générale, avec notre observatoire des copropriétés, y compris celles qui sont fragiles, observatoire qui est récent, enfin en tout cas dans sa forme observatoire, puisqu'en fait on a quand même un inventaire des copropriétés, et notamment fragiles, depuis quelques années. Donc une articulation forte qui se fait sur le terrain, et finement, entre les copropriétés issues en fait, de ventes HLM et l'observatoire des copropriétés. Articulation également entre les ventes issues les copropriétés issues de ventes HLM et notre programme POPAC, un programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés, où plusieurs copropriétés mixtes en fait, sont accompagnées donc, dans différents territoires de la métropole. Et également liaison en fait, entre les ventes HLM et nos opérateurs en fait, qui œuvrent pour la rénovation de l'habitat ancien, notre réseau Amilio Plus, c'est les opérateurs ANA, financés par la MEL, avec bien sûr la limite que l'acquéreur en fait, du logement issu de la vente HLM pendant 5 ans ne peut pas émarger au financement de l'ANA. Pour autant, ils peuvent bénéficier en fait, d'un conseil gratuit octroyé par la MEL sur la rénovation de leur logement quand elle est nécessaire. Voilà. Alors, autre point intéressant, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, l'Observatoire de la MEL montre bien en fait la prépondérance des logements vacants, enfin des logements vendus vacants, donc dans le stock des ventes réalisées. 83% des ventes de logements HLM se font dans des logements vacants. Donc ce qui est considérable, et ce qui est intéressant comme donnée d'observatoire, parce qu'elle va un petit peu à l'encontre d'une perception que l'on a notamment sur un parcours résidentiel de l'accédant en place qui achète son logement. C'est loin d'être le cas, c'est une tendance qui s'est plutôt inversée depuis 10 ans, comme le petit graphe en bas à droite le montre. Donc c'est bien une commercialisation des biens à la rotation, qui est la majorité en fait, des biens réalisés, enfin la majorité des cas réalisés sur la MEL, avec, alors certes, une réponse en termes d'accession à la propriété, une accession à prix modéré, on le verra tout à l'heure, mais bon, qui n'est pas celle à laquelle on s'attendait en termes de parcours résidentiel du locataire HLM. Les biens vendus, également vigilance importante, sont des biens anciens, amortis, qui sont construits avant 1974 pour 59%. Même s'ils ne sont pas dans les catégories, bien sûr, qui les excluent de la vente en étant les plus énergivores, ils sont quand même pour un petit 30% dans des catégories énergivores. C'est un stock important des ventes, 40%. Donc si bien qu'on voit l'enjeu de veille sur la rénovation donc qui fait suite à la vente,
Et également, point plus positif, on voit que parmi les ventes, en fait, sans doute les mesures de restriction qui ont pu être appliquées ces dernières années, on a quand même relativement peu de ventes dans les typologies extrêmes qui sont les plus rares sur les territoires de la MEL, donc les petites typologies, donc T1 ou T5 et T6. On est plutôt dans les typologies moyennes, 84%, et également des ventes qui excluent en fait les logements très sociaux qui sont les plus demandés avec les bas niveaux de loyer sur le territoire de la MEL. Alors en termes de prix, c'est intéressant de constater que on a quand même un très très fort écart en fait entre les prix de marché et les prix pratiqués, qui sont les prix aujourd'hui de domaine, jusqu'à présent on pratiquait sur les prix de domaine. Aujourd'hui en collectif sur le territoire de la MEL, on est à un prix de vente moyen de un peu moins de 1 500 € le mètre carré, pour une surface moyenne de 62 mètres carrés. Alors, en moyenne sur la MEL, quand on prend ce prix médian dans l'ancien en collectif, on est à 1 000 € de plus, hein, à peu près avec un prix moyen de 2 500 €. Alors bien sûr, c'est sans doute la localisation et pas mal de choses qui rentrent en ligne de prise en compte, mais ceci étant, c'est quand même une valeur qui montre voilà, l'intérêt en fait pour une accession abordable de la vente HLM aujourd'hui, et même chose pour l'individuel, puisque en fait la vente de biens individuels se fait à peu près à 1 600 € le mètre carré. Elle est pratiquée 1 000 € plus cher en fait dans le reste du marché. Voilà, donc aujourd'hui c'est une accession qui se fait vraiment à un prix abordable. Donc il y a une vigilance bien sûr à avoir pour demain, puisque ces ventes seront fixées librement par l'organisme. Par rapport aux restrictions en termes de localisation, on en a parlé tout à l'heure. Bien sur le territoire de la MEL, on a 90 communes et 30 communes qui sont couvertes par des restrictions SRU. Nous avons seulement 8% des ventes qui sont réalisées dans ces territoires, alors que ces communes-là contribuent à 31% de la production de logement social. Donc, on voit qu'il y a quand même un cercle assez vertueux aujourd'hui de restreindre dans les communes en déficit et de développer l'offre par ailleurs. Voilà. Et autre élément de localisation, sur les quartiers politiques de la ville, on a 31% des ventes qui s'effectuent dans les quartiers politiques de la ville. C'est beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire de la métropole européenne de Lille est couvert pour à peu près 200 000 habitants sont en quartier politique de la ville sur le million en fait, donc c'est à peu près 20% en fait, des territoires de la MEL sont couverts par les QPV. Donc 31% c'est beaucoup, mais c'est aussi à l'échelle de... ça correspond aussi aux caractéristiques de notre territoire. Pour ces secteurs-là, et selon... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une diversité des situations hein, de vente dans les QPV selon les sites, qui dépend des stratégies des organismes, de l'occupation, de la commercialisation, des indices de fragilité. Et donc, on met en place, pour ces quartiers en particulier, des dispositifs ad hoc qui peuvent relever du POPAC dont j'ai parlé tout à l'heure. On a fléché aujourd'hui 20 copropriétés fragiles dans le NPRU de la métropole, et on a des copropriétés mixtes qui sont accompagnées dans certains sites du NPRU. La vente HLM participant à la diversification des quartiers en NPRU, on a des groupes de travail bien sûr sur ces questions-là, dans des quartiers NPRU où la question de la vente est à relier avec la diversification. Et puis on a tout simplement aussi des prescriptions sur certains secteurs qui sont sur la vente, qui sont conclues de concert avec les communes et les bailleurs. Alors voici pour en tout cas l'acquis que l'on a sur le territoire, avec voilà, un travail important en termes d'observation, d'animation du partenariat et de vigilance collective partagée sur les grands indicateurs que je l'ai présentés très succinctement ici. Alors comment on aborde la loi Elan qui nous place dans une situation un petit peu nouvelle, puisque nous avions pris l'agrément de vente en 2016. L'Interco va se retrouver voilà, dans une situation plus de second rang du point de vue ne serait-ce
d'un point de vue réglementaire. Voilà. Pour autant, avant même que l'Interco ait l'agrément, comme je vous le disais, on avait déjà une fonction d'animation au travers de l'observation et d'articulation entre les politiques de vente des bailleurs et puis des communes. Et donc, on entend bien garder cette fonction-là, si bien que pour la feuille de route de 2019 qu'on se donne en matière de stratégie de vente et comment en fait le PCI va s'insérer en fait dans le travail sur les CUS, et bien ce qu'on a convenu, c'est que voilà, il y a déjà un travail qui s'est engagé aujourd'hui entre les bailleurs et les villes pour remonter leurs propositions de mise en vente. Nous avons en fait convenu d'un cadre de travail pour 2019 qui est celui qui est présenté dans cette diapositive, avec les étapes suivantes qui sont qu'au 31 mars 2019, alors je pense que ce sera à peu près partout sur tous les territoires, en fait, à peu près les mêmes échéances. On aura à ce moment-là une vision un peu consolidée des programmes de vente des bailleurs sociaux. Alors avec un travail bien sûr qui sera fait en amont entre les villes, les bailleurs et le PCI, mais vraiment au 31 mars, il y aura cette vision consolidée sur laquelle en fait nous, MEL, avec les villes et les bailleurs, on entend mener une concertation large et territoriale en repassant au peigne fin en fait l'ensemble de nos indicateurs et de notre politique de vigilance. Donc concertation qui se conduira d'avril à août pour aboutir en fait fin 2019 aux signatures des CUS, en ayant vraiment préalablement pris le soin d'une concertation qui n'est pas réglementaire mais qui est invitée un peu suggérée par la loi tout au moins, et qui permet voilà, d'avoir une sécurisation en fait des programmes de vente organisés sur le territoire en fonction de la politique locale habitat déjà installée. Ce qu'on voit, c'est que dans ce travail-là, on va sans doute approfondir donc les questions en fait, d'articulation entre les ventes HLM et l'Observatoire des copropriétés, puisque pour nous, c'est un point de développement important. Également, les marges de progrès qu'on a, c'est le suivi des mutations issues de ventes HLM, puisque là, on a commandé un travail avec la base des V3F qui nous permet demain de suivre les mutations issues de ventes HLM et de PSLA. Et ça, c'est un indicateur important, voilà, pour veiller en effet au caractère non spéculatif des différentes reventes. Et puis ensuite, en fonction des secteurs fragiles ou secteurs tendus, donc on va actionner la boîte à outils bien sûr sur les secteurs fragiles en adossant, comme je l'ai dit précédemment, les dispositifs POPAC de prévention des copros fragiles. Voilà, on étudie les cas de vire. Alors c'est pas nous qui avons bien sûr la main là-dessus, mais comment peut-être le suggérer dans certaines situations aux organismes HLM. Et puis en poursuivant nos prescriptions, notamment avec le maintien du bailleur dans une part majoritaire dans la copro constituée. En secteur tendu et de forte valorisation, Anne-Catherine Ledeuf l'a dit tout à l'heure, donc notamment dans les communes SRU et puis dans des villes avec des marchés très élevés, nous allons très concrètement regarder comment le bail réel solidaire peut être une voie de sortie pour sécuriser en fait à la fois la copropriété pour tous les motifs qu'elle a bien rappelés, l'entretien, les travaux, l'agrément en fait du propriétaire au fil des reventes successives. Et donc ça, c'est vraiment un sujet que l'on va ouvrir, notamment sur le territoire de la ville de Lille, qui était à l'initiative du premier OFS créé sur le territoire national. Voilà. Et quatrième point qui n'est pas indiqué dans cette diapositive, en compensation, si cette politique de vente devait s'intensifier sur le territoire de la MEL, ce qui n'est pas forcément les premières tendances que les organismes HLM nous font remonter, c'est bien sûr le travail fin de compensation de la vente par l'intensification de l'offre dans les secteurs les plus tendus.
voilà un petit peu où nous en sommes aujourd'hui des travaux. Donc pour conclure, je pense qu'en effet, un EPCI, il a toute sa place en fait, hein, politique de vente, pour, même si de manière réglementaire et encore moins aujourd'hui, il est reconnu par la loi, mais au travers de son PLH, il a toute l'attitude en effet pour se saisir de cette dimension, le faire sur des fonctions qui nous paraissent essentielles d'observation des phénomènes. Ça veut dire qu'il y a un partenariat qui se fait avec l'organisme HLM pour la transmission de données, qui permet vraiment d'animer en fait la connaissance que l'on a des ventes. Donc ça a été vraiment la plus-value sur la consolidation de ces données. On pouvait avoir même HLM, leur profil de vente, leur stratégie de vente. On a toujours l'occasion de la confronter à l'échelle métropolitaine. Et ensuite, donc, de pouvoir partager de manière un peu sereine des objectifs de restriction, d'accompagnement, et puis surtout d'articulation entre différentes autres politiques que conduit la métropole. Je pense notamment, bien sûr, à tout le volet copropriété, mais également à tout ce qui se passe en fait sur la politique de la ville et les quartiers sensibles, et le NPRU en particulier. Voilà, pour la MEL. Merci beaucoup, Madame Brua, pour votre intervention. Et c'est parfait, il est midi 29. On avait compté 2 heures, donc c'est parfait. On a juste une petite question de Madame Valérie Munier, mais c'est plus une question logistique, on va dire. La charte de bonne pratique de la MEL, le PLH, dont vous avez parlé, peut-elle faire partie des documents mis à disposition en fin de conférence? Oui, bien sûr. Hein. Oui. Oui, super. Donc, je vous la mets. Oui, bien sûr. On peut donner à disposition les données de l'Observatoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la charte de bonne pratique, elle a été adoptée en 2012. Donc, elle est maintenant, elle mériterait d'être rénovée, puisqu'en fait, nous avons avancé dans nos pratiques. La loi nous invite aussi à la toiletter. Mais voilà, c'est un bon éclairage, en fait, de ce qu'on a pu apporter, voilà, comme un premier regard, en fait, dans le PLH. Problème pour la mettre à disposition, bien sûr. Super. Et du coup, je la mettrai, messieurs, dames les participants, en pièce jointe avec la VOD de la webconférence. Il est temps pour moi de vous remercier encore une fois, Madame Brua, Madame Delpech et Madame Ledef, pour votre participation aujourd'hui. Merci à vous, messieurs, dames les participants. Au revoir, Madame Brua, et à très bientôt. Au revoir, Claire. Au revoir. Et du coup, messieurs, dames les participants, je vous invite à rester avec moi 5 minutes pour remplir ce questionnaire de clôture qui est très important pour nous. Est-ce que la conférence a correspondu à vos attentes? Oui, en partie, oui, vraiment. Est-ce que vous avez des questions en suspense, notamment sur les premières parties où on est allé assez vite sur les questions, si vous avez des questions en suspense? Ensuite, très important, ça c'est pour vous, si vous étiez plusieurs à suivre la webconférence derrière votre ordinateur pour tous recevoir des attestations de présence personnelle, inscrivez ici si vous étiez plusieurs. Enfin, si vous avez des attentes quant à des sujets, et ça c'est pour moi pour ensuite faire la programmation des webconférences, n'hésitez pas à m'en faire part également, et après j'en prends compte. Et enfin, je vous ai mis en bas la prochaine webconférence à venir. Donc, on se retrouve, messieurs, dames, le 24 janvier prochain à 14h30. Et on va parler également d'HLM et d'élan, mais cette fois, ce serait avec Monsieur Landès, conseiller juridique de la Fédération des offices publics HLM, et Monsieur Colli, le directeur de l'innovation de l'FOPH, qui nous parleront de la gouvernance des offices HLM et notamment des sociétés de coordination, qui répondront à vos questions en direct. Et ensuite, je vous ai mis 2 VOD disponibles actuellement sur la plateforme qui pourraient vous intéresser, et vous avez directement les liens directs. Je vous laisse donc, messieurs, dames, répondre à ces questions, et je vous dis à très bientôt sur la communauté Habitat. Et je vous souhaite évidemment de joyeuses fêtes à tous et à toutes. Merci.